OK, fait que dans la cohabitation, je me disais, OK, comment je résume les apprentissages de ces 8 mois-là à ce moment, tu sais, puis c'est vraiment juste un portrait dans le temps de où on en est rendu, puis j'analyse qu'une façon simple de le voir, c'est que j'analyse tout le mode de vie en ce moment selon 3 piliers. Le pilier habitude, fait que tout ce qui est comportement, rituel, nos actions. Le mot action, on en parle, c'est vraiment présent ces temps-ci. L'habitat, fait que tout ce qui est l'environnement. L'environnement bâti par l'humain. Là, dans ce cas-ci, la maison, fait que les aménagements, les objets. Puis aussi, l'autre aspect, c'est l'aspect humain. Fait que notre vie intérieure, mais aussi les relations et les dynamiques avec les autres. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des habitudes, si on commence avec les habitudes, je trouve que d'être en compagnie des autres personnes, pour moi, c'est pas juste du divertissement. Tu sais, des fois, comme, mettons qu'on a une soirée tout seul à la maison avec Marc-Aurèle, j'aimais mieux être avec des gens, puis discuter, puis comme que d'être seule, mais je réalise que c'est plus que juste du divertissement, de dire « Ah, je veux passer du bon temps, puis je passe du meilleur temps avec les autres que tout seul à la maison ». De vivre avec d'autres personnes, on réalise comment on apprend vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis, mettons, en termes, si on se concentre sur notre enfant, on le voit aussi beaucoup chez lui, cette forme d'apprentissage-là, que d'être exposé aux activités puis aux habitudes des autres, comme qu'il y a des choses qui gardent, il y a des choses qui restent, puis il y a des intérêts qui émergent, puis des passions qui se développent. Être exposé aux compétences des autres aussi beaucoup, je pense. Ouais. Moi, je suis pas bon dans tout. Marc-Claude n'est pas bonne dans tout. Mais d'avoir, mettons, si juste comme exemple, si une maman qui est bonne pour faire du tricot, ben si Marc-Aurèle voit ça, puis il y a une curiosité, il n'aurait pas pu le voir si nous, on le fait jamais. Fait que là, c'est de le mettre en contact avec des adultes qui ont des compétences autres que nous. Puis oui, vraiment. Puis, c'est drôle, j'ai pensé à ça quand tu disais tantôt que genre on n'a pas à tout porter. Mm-hmm. Puis une scène magique qui s'est passée récemment, c'est comme toi, t'aimes faire la cuisine, ça te pèse pas mentalement. Puis là, tu faisais la cuisine tout bonnement. Puis le Marc-Aurèle, avec son ami, il s'est mis dans la tête. Je sais pas d'où ça a parti, là, mais avec l'autre papa, qu'il allait faire un coffre ou une fabrication. Un coffre en bois, oui. Puis spontanément, il s'est lancé là-dedans, qu'il est allé chercher les outils, il s'est mis sur le balcon dehors en hiver, puis il a coupé des bouts de bois. Puis là, après, il était parti dans le garage, il bidouillait des affaires. Puis tu sais, nous, tu faisais la cuisine, c'était full normal, puis t'es comme, ah yeah, c'est nice, tu sais, mon enfant, il est comme, c'est pas moi qui aurais fait ça, là, mais là, il y a ça qui existe, puis là, les enfants, ils remontent avec leur création en haut, complètement comme, c'est merveilleux, puis là, le monde commence à marcher. Le pire design de coffre, mais le design venait d'eux quand même. Mais c'était juste merveilleux parce que le père a juste suivi, je pense, l'intérêt des enfants. Les enfants, c'est comme, je veux une porte là, puis je veux telle. Je veux qu'elle saute comme comme la charnière ça. était comme sur la petite passe au lieu d'être la grosse. En tout cas, mais c'était juste merveilleux, tu sais. Puis c'est vraiment cool. Fait que dans les choses que j'ai listées qu'on intègre, tu sais, rapidement, on a commencé à se faire un livre de recettes de tournée. Fait que les recettes qui fonctionnent bien avec les familles, on les note, mais pas juste la recette, est-ce qu'elle est bonne ou pas, mais est-ce que c'est le fun, l'expérience de manger tout le monde ensemble? Puis les bols, des bols, des taco bowls ou des pokeballs ou n'importe quoi qu'on met plein de bouffe coupée au centre de la table puis que chaque personne crée ses repas. Il y a quelque chose que... On a toutes sortes de variations de cette chose-là, on dirait. Fait que plein de petites recettes de dire, ah, c'est le fun, on découvre des façons de manger des aliments de cette façon-là. Mais au niveau des activités, il y a le moment magique, mais juste... Ça, c'est un des souvenirs qui va être gravé pour toujours dans ma mémoire, c'est quand Marc-Aurèle a appris à faire du vélo avec les autres enfants où il était sans la présence d'un adulte. Puis on avait un peu fait de vélo avec lui. Il y avait des vélos pas de pédales accessibles, il y avait des vélos avec des petits trous. On l'a fait, mais pas tant que ça, là. Non. Puis... Mais il a vu des enfants légèrement plus vieux que lui, là, pas des ados, là, mais comme 2-3 ans plus vieux qui en faisaient pas de pédales. Puis les enfants l'ont aidé puis encouragé. Puis encore une fois, la scène, c'est comme les adultes à l'intérieur. Puis on parlait, puis un des enfants est venu en dedans, puis il a dit comme... Tu sais, les deux jeunes, ils sont en train de pédaler, tu sais, puis genre, j'ai gueulé, genre, comme d'émerveillement. Ça m'est jamais arrivé d'être excitée de même, genre, je pense que... Puis c'est ça qui travaillait à l'étage, t'as ouvert la porte de la fenêtre du deuxième parce que t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? tout le monde gueulait. Puis
encore une fois, dans la vision aussi de se déscolariser, de penser que la transmission du savoir, c'est d'un adulte à un enfant, la réalité, c'est que c'est supposé être comme pas d'une génération là, mais de plein d'âges différents, comme qu'il y a un ripple effect, tu sais, lui qui a le plus de maîtrise d'un sujet à un apprenti, puis les enfants vont juste imiter qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'eux. Puis j'étais comme, pour moi, ça le prouvait, genre. Oui, le multi-âge, là. Parce que c'est ça, on va dire, mettons que si on parle plus de l'école, que tu vas avoir un groupe d'enfants qui sont tous le même âge puis un adulte. Que, mettons, c'est pas plus naturel qu'il y ait un adulte, un enfant. Ou comme, je commence à dire. Ça prend des personnes âgées, des ados. Tout ça, pour l'avoir vécu, la transmission du savoir, c'est complètement différent là, de ce qu'on est habitué. Là. Ouais. Puis je trouve que des fois aussi, l'influence des enfants entre eux, au lieu de voir ça juste négativement, de voir ça positivement aussi, comme l'enfant va adopter des role models, tu sais, comme, puis il va vouloir faire des affaires des fois que l'autre enfant fait plus que, je sais pas comment dire, mais mettons le nombre de fois qu'on a dit « Ah, OK, on va faire ça », puis là que le leader du groupe dit « Ah non, moi je veux pas le faire », Marc-Aurèle comme « Non, moi je le fais pas ». Tu sais, puis de faire comme « Oh my God », de réaliser aussi que de créer comme un effet de groupe, des fois, c'est juste de trouver l'enfant qui a un certain leadership puis d'amener cet enfant-là à inspirer les autres enfants à embarquer dans certaines idées. Genre, ça marche vraiment bien. En tout cas, fait que de sortir du modèle qu'on est supposé avoir l'autorité absolue sur... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, encore une fois, tout est en... On est juste à l'étape de genre un peu étaler ce qu'il y a, puis les choses vont se consolider éventuellement, là, mais... Bref, il y a plusieurs dynamiques de transmission puis d'apprentissage. Mais c'est ça, tu sais, comme Marc-Aurèle, en l'espace de 8 mois, il a été exposé à des choses que, je veux dire, toi, c'est toi le papa à la maison, tu fais toutes sortes d'activités avec lui, mais là, on dirait que c'est que ça nous exposait à plein d'activités sans toute la charge mentale de devoir tout faire. Fait que, tu sais, mettons, avec ma soeur au BC, bien, son petit commençait à patiner puis à jouer au hockey avec Marc-Aurèle, il a essayé ça. On est allé à la piscine, ça a été un méga coup de cœur. Puis moi, je sais pas, j'aurais pas pensé qu'il existait des piscines aussi nice, puis j'avais juste écarté l'idée en me disant, je pense que c'est pas pour moi les piscines, c'est pas l'environnement que je veux, mais on a full trippé, fait que j'ai envie de faire ça. Un autre exemple super bon, c'est chez Nathalie Karine. Elle veut favoriser le jeu libre actif, elle a plein d'options pour ça à la maison, mais l'art, l'expression artistique, sous plein de formes, est vraiment présente chez elle. Puis elle a une table basse où il y a souvent des crayons feutres accessibles, des crayons avec des cahiers, des feuilles. Puis moi-même, souvent, je suis allée à cette table-là, puis ça m'apaisait de juste dessiner en parlant aux enfants. Puis j'ai réalisé que Marc-Aurèle, on en avait des trucs à colorer, mais on les exposait pas facilement, ou moi-même, je le faisais pas si souvent. Puis j'ai juste commencé à le faire. Puis là, Marc-Aurèle, c'est full naturel, tu sais, de commencer à dessiner. Puis même que Karine, elle avait un rituel avec ses invités. À un moment donné, je pense que c'est vers la fin, quand elle sait que son invité quitte, elle fait des papillons en peinture. Tu plies une feuille en deux, tu mets de la peinture, tu fais un papillon, puis elle les expose, puis c'est vraiment hot. Mais ce qui me mind-blown, c'est que par après, quand on est allé en Nouvelle-Écosse, Jesse a initié justement une activité artistique avec la peinture, puis par lui-même, Marc-Aurèle a refait le papillon. Puis l'enseignait aux autres. Il était vraiment comme, tu fais ça comme ça, puis là, tu le plies en deux. Puis là, j'étais comme, ah, c'est malade, là. Lui, ça lui a parlé, puis là, il parlait. Ça a été transmis. Chez certaines personnes, c'est la musique qui va être présente, ou juste aller à la biblio récemment avec notre amie Roxane, de dire comme, tout ça était déjà disponible, mais quand tu es en surcharge, des fois, juste de faire des choses simples, c'est de l'énergie mentale, tu sais. C'est ça. Mais sinon, j'ai noté aussi au niveau des habitudes, des actions, plein de petits trucs ludiques, puis je peux le passer rapidement, mais la première fois que je me suis dit, il faut que je commence à noter ces idées-là, c'était en Nouvelle-Écosse. Vanessa, elle ouvre la fenêtre, puis elle gueule « Thank you! » Merci, genre. Puis là, j'étais comme, à qui elle parle? Genre à son voisin, peut-être qu'il est venu lui porter quelque chose. Puis je disais, à qui t'as crié? Elle dit, quand les éboueurs passent, on leur crie merci. Là, je suis comme, c'est tellement nice. Fait que ça, c'est là que j'ai commencé à faire des notes dans mon téléphone pour ces idées-là. Fait que dans les petites idées, genre, qui m'inspirent, ça veut pas dire qu'on applique tout le temps, mais de juste garder de l'inspiration en tête. Le parent Marc-Aurèle, lui,
les matins qu'on était chez eux, une des premières choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient dehors, puis ils allaient dire bonjour au soleil. Puis après ça, il allait dire bonjour à un vieux arbre. Puis il allait toucher un vieux arbre, puis il allait toucher un jeune arbre. Puis il y avait un petit circuit où il faisait une petite loupe de marche dans sa cour, dans les arbres, puis il revenait. Ça, je trouvais ça vraiment beau. On l'a fait après ça en Nouvelle-Écosse, c'est vraiment cool. Un souper aux chandelles. Fait que, tu sais, de comment commencer la journée, à des idées sur comment la finir. Roxane on soupe à la chandelle. Puis pour vrai, c'est tellement... Si vous avez des problèmes de sommeil, là, fermez toutes les lumières de votre maison à la fin de la journée, puis mettez juste des bougies, là. Ça assomme, là. Ouais. Mais c'est ça. Jessie aussi, je trouvais ça beau. J'ai remarqué, quand on quitte un lieu, elle remercie. Des fois, elle remercie les lieux. On dit au revoir. On a dit au revoir à la maison où on était, puis on leur remercie. En tout cas, fait que des fois, c'est comme des grandes idées. Des fois, c'est des petites choses qui s'accumulent. Puis nous aussi, on a commencé à instaurer certains rituels parce qu'on voit l'importance des rituels. Puis sinon, ben au niveau de l'habitat, d'un côté, on s'est amélioré à comment vivre sur la route un petit peu. On a optimisé certains trucs d'équipement. On commence à avoir des notes par rapport à ça. Puis, comme par rapport au design des maisons où on est, je suis moins en perspective, genre analyser juste l'environnement tel quel. Je suis plus intéressée à faire des liens entre quel genre d'environnement, quel genre de design ou d'objet amène quel genre de comportement ou quel genre de dynamique entre les gens. Fait que c'est plus ça mon niveau d'analyse que de dire comme ça c'est oui, non. C'est plus de dire c'est quoi les liens. Puis c'est ça, pour l'instant, j'ai pas de grande conclusion. Je réalise que je cherche peut-être moins activement. J'accumule quelques idées de comme mais qu'un jour on ait notre chez nous, si on concevait notre maison from scratch, noter des petites affaires de préférence, tu sais. Mais là, je me sens encore plus en mode comme vraiment observation. Puis de réaliser vraiment que la personnalité d'une famille ou l'énergie d'une famille se manifeste carrément dans les choix de déco puis d'objets. Puis je trouve ça juste le fun à voir comme la diversité, tu sais. Puis encore une fois, de me ramener à ouais, tu sais, moi, mais qu'on ait un espace, j'imagine créer un espace, un collage, qu'est-ce que j'aurais envie d'exprimer, qu'est-ce que je mettrais de l'avant. Puis c'est plus là où j'en suis. Puis, moi, de réaliser qu'il y a des avantages à s'enraciner quelque part, parce que ça offre une sécurité. Puis tu peux avoir tes objets puis tes objets préférés. Puis il y a un avantage à avoir presque rien. Puis des fois, je suis nostalgique puis j'aimerais ça avoir un lieu fixe puis déposer mes choses puis commencer à plus le décorer. Mais c'est ça. C'est toujours une danse, je pense, en général, la vie entre home and adventure. Puis là, je pense qu'on est dans une... C'est comme drôle que on se promène, on va vivre des voyages et des aventures dans le but de se sentir à la maison. Puis on se sent quand même... Fait on se sent un peu les deux en même temps. En tout cas, c'est une balance. Puis je pense que les gens se demandent aussi est-ce qu'on va aller vivre ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils ont su qu'on avait comme plus d'attache, il y a des gens qui nous ont dit j'étais sûre que vous alliez partir. J'étais sûre que vous partiez vivre en Colombie-Britannique. Ou je pensais que vous alliez vivre... Comme je sais pas ce que les gens percevaient peut-être dans notre énergie quand je parle du BC, mais tu sais, fait que je pense qu'au niveau du territoire, s'il y a des réflexions qu'il y a par rapport à l'habitat, c'est la maison elle-même, le lieu lui-même, mais aussi où on va vivre. On dirait que, pour une fois, je suis quand même confortable avec l'idée que c'est un point d'interrogation de dire est-ce qu'on va vivre au Québec ou est-ce qu'on va vivre ailleurs? Je ne le sais pas. Je suis ouverte à... Je suis ouverte, tu sais, on ne cherche pas activement à s'en aller, mais on a envie d'explorer autre chose puis de voir comment ça va nous faire sentir. Mais là, il y a un appel impossible à ignorer de l'océan, genre d'être proche de la mer. Puis ça me fait un peu peur. Parce que là, les gens, nos amis sont pas à côté. Pas à côté de l'océan. Fait que, mais c'est comme plus genre là de dire on va voir où ça nous mène. Ça va être une découverte, puis c'est correct comme ça pour l'instant. Mais c'est ça. Puis sinon, ben, pour le pilier humain, ce que j'ai noté, puis on en a finalement parlé tout au long du podcast, mais la chose la plus tough de cohabiter, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Mais la chose la plus merveilleuse, ou la plus grande opportunité ou le plus grand cadeau, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Puis, je pense que l'inconfort qu'on a de s'exposer à d'autres personnes,
c'est ça, une émotion forte, je pense, pour beaucoup de monde, que la proximité amène, c'est de la honte. Ça va peser sur des blessures, ça va peser sur des zones, des gènes, la culpabilité, whatever, mais comme je pense que la honte, elle pointe vers des zones d'apprentissage. Ça veut pas dire que la honte a raison. On dirait que la honte indique, il y a quelque chose là il y a un nœud là, comme peut-être que tu veux regarder ça, Mais c'est comme une image de, c'est comme quelqu'un qui a une blessure, mais qui au lieu de, mettons que tu as une épine dans le bras, puis tu veux pas que les gens pèsent dessus, fait que tu la protèges au lieu d'enlever l'épine, t'sais. Fait que c'est une invitation aussi à comme enlever ce qui crée de la honte. C'est comme pas juste la protéger puis dire je veux pas que personne la voit ou pèse dessus. T'sais. Ouais, moi aussi, j'ai repensé. Cet exemple-là, il a été dit par Michael Singer dans un épisode de Oprah. Je pense que c'est un Super Soul Sunday. C'est une image vraiment, vraiment forte. Pour moi, c'est quoi un trigger, justement? Il dit, vraiment, on a des épines, puis on passe notre vie à garder les gens à distance en disant « touche, accroche pas mon épine », ou quand quelqu'un accroche notre épine, on est réactif. Puis c'est ça, il dit, comme « enlève-le », mais je réalise que c'est une chose d'entendre ça rationnellement quand tu es déposé, genre « mais bien sûr, je vais tout enlever mes épines, c'est facile, je vais pas. » Tu sais, mais c'est que l'épine, la honte ou la vie intérieure, c'est comme, elle n'est pas juste là dans ta face des fois, elle est comme, faut que tu navigues. Faut que tu creuses, ouais. Faut que tu es dans le marécage puis tu ressortes une branche. T'es comme, faut que tu fouilles dans. La marde. Mais il y a quelque chose de vaseux avec la honte. Ouais. Je suis pas surprise que Brené Brown, à l'écran, le représentait comme un marécage. Puis. C'est pas pour rien qu'on a des mécanismes de défense pour pas aller dans la honte, parce que c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est pas le fun d'être dedans. Puis on s'est même posé la question comme, c'est quoi l'utilité de la honte? Parce que, mettons, la tristesse, quand on pleure, sincèrement, là, ça fait du bien, là, ça l'apaise. Je trouve que ça nous humanise. La colère, comme on se sent protégé, on se sent fort. Mais la honte, on se sent dégueulasse. Genre, j'étais comme, à quoi? Ouais, tu sais. Puis je comprends que c'est peut-être pour nous ramener dans le modèle, mais il doit y avoir autre chose. Mais pour l'instant, je le frame comme, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose à adresser. Puis je réalise, ça fait peur quand je réalise autant notre vie intérieure, nos territoires intérieurs, ça prend des outils puis des cartes pour le naviguer, comme ça nous prend des cartes puis des outils pour naviguer un terrain physique extérieur à nous. T'sais. Puis je pense que c'est vraiment épeurant de se dire, je vais aller là quand j'avais pas vraiment d'outils psychologiques, spirituels pour juste faire, OK, mais quand tu l'as dans les mains, ta honte, puis tu comprends qu'est-ce que tu fais avec. Comme, parce qu'il y a comme des étapes aussi de prise de conscience, c'est-à-dire, avant, des fois, tu ne te rends même pas compte que tu es trigger par quelque chose ou que ta vision du monde, tu as des croyances limitantes ou négatives, mais c'est pas la réalité. Je vois que tu checkes. Tu veux-tu vérifier si tout est ça roule encore. Oui, OK. Ouais. Fait on dirait qu'à partir du moment où j'ai fait comme « oh non, comme je me trouve pas assez bonne, mettons, avec mes émotions ou certaines dynamiques sociales, mais je ne suis pas condamnée, je peux apprendre. » Mais là, j'ai recommencé à consulter puis à faire des recherches pour trouver des personnes qui allaient m'aider à naviguer tout ça. Puis que là, je suis tombée sur comme plein d'auteurs, de nouveaux auteurs ou d'auteurs que je suivais avant, mais que là, je les comprends d'une autre façon. Puis on dirait que ce qui fait du bien, c'est de sentir que tu n'es pas dans le marécage. T'sais, si tu trouves des outils qui t'aident vraiment à naviguer ça, comme tu n'es pas dans le marécage à perpétuité, je pense que ton monde intérieur devient sincèrement plus léger, plus lumineux. Puis c'est comme un environnement physique, c'est que tu développes les skills de désencombrer puis de garder un environnement qui te représente avec une maintenance ou un soin régulier, puis qu'on peut faire ça avec notre vie intérieure. C'est que des fois, il te faut comme un gros clean-up. Ouais. Puis des fois, c'est plus stable, puis tu fais juste comme... comme juste, il y a ça. Puis c'est comme ça devient plus facile de faire, il y a cette pensée-là. Avant, j'étais incapable de faire ça. De dire, il y a une pensée négative. Je le voyais vraiment comme c'est qui je suis. Ou si j'avais une peur quelconque, c'était comme ça allait se produire. Puis c'est insoutenable. Alors que là, maintenant, c'est comme, c'est juste une peur, ce n'est pas moi. Puis, en tout cas. Fait que. C'est ça. Puis même dans.
la partie qui est la plus importante à mes yeux, c'est dans la dynamique avec l'autre, parce qu'encore une fois, c'est une chose de méditer seul puis d'avoir des réalisations, mais dans les dynamiques avec l'autre, il y a beaucoup plus d'actions qui se passent, puis d'énergie qui se partage, puis tout. Puis, j'ai commencé aussi à noter des questions à poser aux gens avec qui on cohabite, juste pour que tout le monde, on se comprenne mieux. Des fois, des trucs super simples, mais ça ressemble à quoi une semaine normale chez vous? Vous vous couchez puis vous vous levez à quelle heure? Mm-hmm. Comme c'est quoi vos routines avec les enfants, avec la famille? Avez-vous des préférences alimentaires? Comment vous planifiez les repas? Tu sais, je réalise que toi, tu as toujours improvisé pour faire la bouffe. Ma job, c'était de remplir le frigo, puis toi, tu faisais n'importe quoi avec ce qu'il y avait dans le frigo. Je faisais n'importe quoi. Non, mais tu réussissais toujours. J'improvisais, ouais. Puis j'ai des amis qui planifient les repas de la semaine, puis je suis comme, c'est le fun. Tu sais, c'est parfait. Tu sais, on teste d'autres façons de faire, puis c'est quoi les habitudes de ménage, c'est quoi les intérêts des enfants, c'est quoi vos endroits préférés autour, puis mais aussi la question de, pour sortir du mode réaction quand il y a des tensions, des moments difficiles, de même carrément apprendre à discuter d'avance de c'est quoi vos réactions quand il y a des conflits ou même pas juste des conflits, tu sais, mais quand il y a des petits trucs qui fonctionnent moins bien. Puis je réalise que justement, de cohabiter quand c'est temporaire, il y a vraiment moins de pression parce que les choses ont l'air moins dramatiques, je trouve, que, tu sais, mettons, j'allais dire n'importe quoi, sur le ménage, là, mettons, il y a des endroits qu'on est resté une semaine, fait qu'on n'avait pas à réfléchir à quand sortir les poubelles, mettons. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui sont nécessairement, mais je dis n'importe quoi, mais ça pourrait venir un enjeu que, genre, là, le ménage, il se fait pas d'une certaine façon, puis là, qu'il faut s'en parler, tu sais, puis de dire, OK, comment on s'en parle? Tu sais, est-ce qu'on crée des mécanismes on se parle chaque semaine ou... Puis, en ce moment, on n'a pas de recette absolue, mais c'est plus de dire, comme on commence à avoir des questions sur comment clarifier comment les familles fonctionnent bien, puis comment on peut agir quand on va moins bien. Ou juste quand notre humeur est moins... Tu sais, comme les filles aussi, on le remarque, là, comme il y a une famille, une des maisons, justement, le cycle de la femme était affiché sur le mur. Puis il y avait une flèche pour dire « Ah, moi, je suis là dans mon cycle, genre. Parce que même la semaine passée, on le vit, moi, j'étais dans mon creux. Puis là, quand mon amie le sait, elle avait fait « Ah! Okay. » Puis elle était sur dans son rêve. Même les gars, je pense que ça vous aide. Comme vous savez où votre blonde aller, mais quoi que maintenant, vous le devinez, en fait. Là, mais juste de dire, est-ce qu'il y a comme des grandes questions et des petites questions, des petits outils, juste pour que ce soit plus facile de se transmettre de l'information, pour se comprendre, dans le but de se comprendre puis de s'ajuster. Fait que c'est un peu là où on en est dans nos apprentissages. C'est pas la fin, là, mais... Parce qu'on est encore dedans. Mais c'est vraiment ça, tu le disais tantôt, comme depuis 8 mois, on peut compter sur les doigts d'une main, je pense. Le nombre de fois qu'on a été tout seul. Ouais. Qu'on a soupé tout seul, mettons. Là. Tout seul étant comme Marc-Claude, moi et Marc Aurèle. Sur 2 mains max. Ouais. Puis je suis comme contente d'être ça, tu sais. À chaque fois que je trouve ça tough dans un lieu, mettons, parce que je suis fatiguée, puis je suis étourdie, puis j'ai de la misère à me concentrer pour Vivace, ou que, tu sais, il se passe des affaires, puis que je me sens moins patiente avec Marc-Claude. À chaque fois, je me dis, Marc-Claude, tu peux trouver une façon d'être seule si tu veux. Tu sais, tu peux, comme, avoir un appart ou avoir un lieu où tu vas 100% contrôler tout, tu sais. Puis je suis comme, ah non, je veux pas plus ça. Comme... Puis c'est ce qui me fait voir que quand c'est difficile, maintenant, tu sais, je vois ça sur comme un truc à résoudre ou quelque chose à adresser, que comme le signe que je veux pas ça ou que c'est trop tough. Ou... Fait que, tu sais, on posait la question initialement, comment départager? Est-ce que c'est tough parce que c'est le prix de sortir de sa zone de confort pour apprendre, ou est-ce que c'est tough parce qu'on s'entête à faire quelque chose qui n'est pas pour nous? Moi, c'est de dire, est-ce que je sens que mes actions me rapprochent de quelque chose, d'une mission, ou est-ce que overall, ma vie est meilleure? Puis est-ce que l'alternative, dans ce cas-là, d'être seule, me plaît plus? Puis la réponse c'est tout dans l'autre. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'était des apprentissages à... Non, je pense que ça fait bien le tour, mais tu sais, comme on va continuer de partager aussi. Là, c'est ça, c'est que ça fait des mois qu'on était comme en pause, là. Fait qu'on on pourrait parler tellement longtemps, mais ça va continuer d'être partagé via la suite de Vivace.
Puis, j'avais des réalisations par rapport à Vivace lui-même, mais tu sais, je pense qu'on va avoir le temps de s'en reparler à d'autres moments, mais on s'est même permis de... Tu sais, finalement, je ne remettais jamais en question vraiment l'existence de Vivace. Tu sais, je savais que c'est ça qu'on allait faire, mais je me suis quand même permis d'avoir une réflexion sur est-ce qu'on veut vraiment... On s'est vraiment embarqué dans une vie de... On a choisi d'exposer publiquement certaines facettes de notre vie parce que au final, même il y a certaines personnes qui nous demandent, genre, c'est pas bizarre de partager votre intimité de cette façon-là. Puis je réalise que, même si on partage beaucoup avec Vivace, ça reste quand même un petit pourcentage de l'entièreté de notre vie. Il y a plein de choses qu'on parle pas. Il y a des relations qu'on a avec notre famille que notre famille ne veut pas nécessairement ça. Tu sais, ils n'aspirent pas nécessairement à être connus publiquement, fait qu'on ne parle pas de certains On a un petit jardin secret, quand même. Fait que genre... C'est ça, c'est pas l'impression que trop de ma vie est exposée, c'est plus de dire ce que j'expose comme... Encore une fois, je pense qu'on est rendu dans le journey de Vivace à comprendre dans quel game on s'est embarqué. Parce que c'est une chose de partager du contenu pendant des années, puis de dire, personne n'écoute, puis t'es comme, ça peut jouer sur ta confiance en toi. Mais il y a aussi des défis quand plein de gens écoutent. Ouais. C'est quand même confortable que personne te regarde. Finalement, exactement. Quand tout le monde te regarde, c'est comme là maintenant, on n'est pas des superstars, mais ça arrive qu'on est en public, puis des gens viennent dire « Hey, tu sais, je vous connais, vous êtes Vivace. » Puis comme, c'est poignant un peu de dire comme « Oh shit, je suis potentiellement tout le temps observé, tu sais. » Puis, Ouais. fait que c'est plus le fun quand il y a une personne qui écoute tes lives. Ben encore une fois, secret, c'est comme la cohabitation, tu sais. Ouais. C'est quand tu agis puis qu'il y a une rétroaction du feedback, là, t'es comme, oh my God, c'est vrai, comme j'existe dans le monde, puis ça a un effet sur les autres. Bon, comme de fait, on a rempli la carte mémoire, le disque dur. Fait que Vince l'a vidé pour qu'on puisse reparler un autre 2 heures. Il reste moins que ça. Mais on avait envie de parler, vu que nous, on parle de notre vie, notre méthode, c'est de documenter ce qu'on apprend puis de le partager. Ouais. On avait envie de parler de comment nos réalisations identitaires, notre crise existentielle personnelle est aussi intimement liée à nos réflexions par rapport à notre projet de Vivace. Puis, encore une fois, de se permettre de revenir à des questions fondamentales puis de dire, OK, maintenant notre vie, c'est une page blanche. Là, on peut repartir dans n'importe quelle direction à partir en ce moment. On n'a pas d'engagement autre. Fait qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Puis, à aucun moment, je me suis dit sincèrement que je ne ferais plus Vivace. Au fond, C'est impossible. Au fond, moi-même, quand je dis j'abandonnerai jamais. Mais d'essayer quand même décortiquer, puis de mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous énergise, puis qu'est-ce qui nous énergise moins, puis d'avoir le courage de dire, mais si ça ne nous énergise plus, on le fait plus ou on le fait autrement. Puis mais c'est sûr que ça serait tough à changer quand même, mais encore une fois, on ne sait jamais, mais de se dire, c'est quand même vraiment quelque chose d'avoir un modèle où on parle en public de notre vie. Puis c'est un choix qu'on a fait. Ouais. Puis c'est un choix qu'on a fait parce qu'on se disait, nous, on va faire ces choses-là, peu importe. On va expérimenter, on va apprendre des choses, on va tester des choses. C'est sûr qu'on le ferait. Il n'y aurait pas de caméra, je voudrais quand même faire ça de ma vie, tester plein d'affaires, puis continuellement me rapprocher de quelque chose qui me semble, qui fait du sens. Fait qu'on a fait le choix de créer un projet pour documenter puis partager tout ça en se disant, ce qu'on apprend est trop... À une époque, c'était juste trop le fun. Puis à nos yeux, il y avait de la valeur, c'est trop précieux pour qu'on le garde pour nous. Puis on se disait, c'est une façon, nous, de contribuer, de juste exposer ça. Puis je réalise que c'est une chose de le faire quand tu commences, puis il n'y a personne qui regarde, fait qu'il y a personne, tu ne reçois pas tant de feedback que ça. Donc moi, je réalise que ce n'est pas anodin, le timing de mon burn-out, que ça a été à partir du moment... C'est quand même au moment où on a eu le plus de visibilité que jamais. Puis c'est quand même étrange, justement, des fois, tu vises de quoi, puis tu es comme, hey, je pense que quand on va arriver là, comme, ça va bien aller, ou je vais avoir l'impression d'avoir réussi. Puis au contraire, j'ai l'impression que, encore une fois, je pense que ça me fait penser à Hugh Jackman, j'avais entendu, je pense, quand il disait les spotlights qui pointent sur toi, tu sais, en parlant du fame, de la popularité,
s'ils sont plus forts que la lumière que tu es capable d'envoyer, tu peux te faire écraser. Fait que, tu sais, je vois comment, si tu n'adresses pas tes zones de honte ou de peur, il y a des choses, les autres vont dire des choses, parce que le monde commente tout sur Internet. Je veux dire, les gens vont insulter le nom de ton enfant, ils vont dire que le cododo, on le dit souvent, c'est de l'inceste. Ils vont dire que ça n'a pas d'allure. Tu vas recevoir toutes sortes de commentaires. Il y en a que, si ça ne te trigger pas, tu ne vas même pas réaliser que ça vient vers toi. Puis il y en a d'autres qui vont venir te chercher. Puis reste que plus tu t'exposes, plus la quantité de messages négatifs est là. Fait que, autant au fil du temps, il y a quand même des choses qui allaient vraiment mieux parce qu'on a trouvé une audience qui voit ce qu'on voit puis qui ressent ce qu'on sent, fait qu'on se sentait réellement moins seul. Puis même que le monde du virtuel est devenu réel parce qu'on a créé des amitiés aussi après dans le réel. Fait que, overall, notre vie allait mieux. Mais reste que ça prend... faut être fait fort, je pense, spirituellement pour recevoir aussi toutes les impressions des gens qui ne sont pas toujours favorables. Puis je pense aussi qu'il faut laisser aller l'illusion qu'il y a un sujet que tu peux parler que ça va toujours être positif. Que tu pourras jamais... Je pense que je vais aussi dans l'illusion qu'il faut justement jamais générer de réactions négatives. Puis plus d'accepter que ça vient avec la job. Ça vient avec ce qu'on a choisi de faire. Puis je pense que de dire... C'est quand même fascinant de dire, dans la cohabitation, le fait d'être vu au quotidien, mais aussi dans l'entreprise, d'être vu par de plus en plus de monde, il y a quelque chose qui a comme collapse en moi. Il y avait une pression de performance, je pense, qui était juste trop grande. Puis ce que j'aimais faire, pas que c'était plus le fun, mais aussi on avait beaucoup de formats puis beaucoup de temps. On était éparpillés, on peut dire comme ça. Mais, ouais. Puis même là, je veux qu'on soit clément envers nous-mêmes parce que je réalise... Mais on explorait. C'est ça, exactement. Il y a des phases où il faut s'ouvrir puis essayer plein d'affaires, puis c'est comme ça qu'on sait si... Il faut comme essayer plein de choses, puis si on veut vraiment l'essayer, il faut s'engager. Comme, mettons, OK, ben là, je vais faire une infolette chaque semaine. Puis là, c'est là que la vraie expérience se passe, selon moi. Mais à un certain point aussi, il faut que tu te demandes pour toutes ces choses-là, ben je veux-tu continuer ou non? C'est basé sur l'engagement puis l'action que j'ai faite, comme je veux-tu continuer ou non. T'sais. Tu peux pas prendre la décision avant de le faire parce que tu sais pas. Tu peux pas juste le faire une fois puis dire je le ferai pas ou je vais continuer pour toujours. Faut comme, OK, je vais le faire pour 1 an et après ça, je vais voir. T'sais. Fait que ça prenait ça. Puis l'univers, je pense qu'on, d'une certaine façon, il y a un cycle qui se termine là, on s'est engagé à faire plein de formats différents pendant quand même longtemps. Fait qu'on a un meilleur aperçu de ce que les gens aiment, ce que nous, on aime, ce qui est viable dans notre mode de vie aussi. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait ça, oui. C'est ça. On était à une étape où il fallait rentrer dans l'étape de choisir, puis simplifier, puis... Moi, je vois aussi une espèce de comme... En tout cas, moi, personnellement, je me disais, quand on va être à ce niveau-là, on va être good. Là, j'ai l'impression qu'on était sur le point, presque là, mais ça nous mettait en face qu'on n'était pas... Comment dire? C'est comme quelqu'un qui se dit que je vais avoir 1 million, je vais être heureux. Là, il arrive à 1 million, puis il est comme... Je suis heureux. Comme, il y avait cette étape-là aussi un peu de dire comme... Okay, on s'entend, on n'est pas millionnaire. Vraiment c'est pas qu'on a fait 9 millions puis qu'on est comme, mais quel est le sens de la vie? On a atteint un objectif qu'on s'était donné, puis ça amène à reconsidérer comme tout le système qu'on a créé pour arriver à cet objectif-là. Ouais. Bien, je pense qu'on a atteint un stade où on n'est plus juste underground. Tu sais que des fois, à un moment donné, tu sais, je veux dire, pendant une couple d'années, on avait 400, 600 followers. Des hardcore fans là, qu'on a encore aujourd'hui, puis tu te dis comme, mais comment ils nous ont trouvé? Tu sais, c'est comme... Aucune idée. C'est comme full early, tu sais, puis on est encore comme un petit média dans le grand échelle des choses, mais on sent quand même qu'il y a une traction puis une visibilité dans des sphères où il n'y avait pas avant, tu sais. Puis je réalise, c'est vraiment comme le cycle des projets, le cycle de vie. C'est comme une autre game, puis il y a d'autres enjeux, puis c'est pas vrai. C'est un peu comme le... Mon micro, tu connais? C'est un peu le « there's no there there », genre, tu sais, comme...
À chaque étape, il n'y a aucun endroit où soudainement tout est réglé. Parce que je réalise même le vision board de dire un jour, on va avoir une terre avec des bureaux. Puis ça ne reste pas figé dans le temps. Cette chose-là que tu veux entre les mains, là, il y a des implications il y a des responsabilités à avoir cette chose-là, puis il y a de la maintenance à faire. Puis, non, les personnes qui veulent une maison, puis les réalisent, c'est fucking chiant d'entretenir une maison, puis ça coûte donc bien cher. Puis, les choses pètent, puis voyons donc, les taxes. Ouais. Mais encore une fois, c'est en l'essayant puis en le vivant qu'on peut vraiment comprendre tout ce que quelque chose implique. On ne peut pas être avec des devins non plus. Fait que de dire, nous, on a essayé plein de formats, puis là, on était rendu à une réalité de croissance où. Mais ça revient aussi à ça de dire, c'est une chose de créer des projets ou de s'engager envers des formats. Mais pour créer de la stabilité, ça veut dire qu'il faut les répéter dans le temps, puis il faut faire de la maintenance, puis il faut organiser plein d'affaires. Puis en entreprise, c'est ça, il y a des fois, tu ne réalisais pas. Exemple très concret. On a fait un super hot guide de recommandations de souliers minimalistes. On a eu full de fun à le faire. Puis après, toute l'équipe, on était comme, mais tu sais, là, il faut l'updater, puis le mettre à jour, puis l'entretenir. Ouais. Puis là, quelqu'un d'autre dans l'équipe, Steph, était comme, tu sais, vous m'auriez donné un PDF, puis j'aurais été comblée, tu sais. Fait que des fois, c'est de dire, mais on aurait pu créer un PDF, ça aurait été rapide, puis on aurait pu l'updater plus facilement. Puis là, on a une grande structure qui est vraiment nice, puis que maintenant qu'elle est faite, pour moi, c'est comme l'entrepreneuriat, la création, c'est tu es dans le vivant quand même. Tu crées de quoi, puis si tu veux qu'il continue de pousser, il y a des choses qui ça demande juste du soin constant. Puis de comprendre ça aussi. Oui, puis on a réalisé aussi que, pour revenir un peu à l'école, la scolarisation, c'est qu'on ne se fait pas apprendre à opérer itérativement. C'est comme si les choses, c'est un travail à remettre, puis qu'après ça, tu sais, soit tu fais autre chose ou whatever, mais comme de se dire, OK, ça va être la première version. Puis je vais faire 2 millions de versions de cette affaire-là. Mais comme c'est pas à l'école qu'on fait ça. Non. À l'école, on point de départ, on remet quelque chose, puis c'est fini après. Oui. Puis ton prof, il t'en reparle pas. Il te met une note, mais il ne replace pas ça dans le grand schéma de ta vie en disant, je pense que ça a des liens avec ton identité, puis tu pourrais... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment comme on dirait, tu fais des travaux, puis après, ça part dans le digital, tu sais. Puis quand je retraçais le narratif de ma vie, les points forts, là où j'ai été le plus épanouie, il y avait mon cours d'en-com au secondaire, puis cette joie-là de créer, je l'ai retrouvée à la maîtrise. Quand, dans les groupes étudiants, dans mon implication étudiante, j'ai ressenti, puis aussi parce que je me suis, de fil en aiguille, avec mon sujet de mémoire, ramassée au pôle entrepreneuriat, où je développais du contenu pédagogique avec mes collègues sur la créativité et l'innovation, puis qu'on découvrait des modèles de comment créer comme entrepreneur, puis il y a beaucoup de choses qui venaient du monde du design puis du design thinking, puis moi, j'allais puiser dans le monde de l'art, j'écoute tout le temps des documentaires sur des making-of, de films, de toutes sortes de choses, genre, parce que j'aime comprendre comment on crée des choses. Puis j'ai fait « Oh my God! » Mais c'est la même énergie que j'ai retrouvée dans un cadre que certaines personnes pourraient trouver tellement serré et étouffant, qui est comme une école de business. Que moi, mon prof du cégep avait décrit HEC comme une machine à exécuter, une machine sans âme. Puis moi, c'est pas l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai compris que c'était un bon modèle mental, puis que tu la colles à une mission que tu aimes. Puis moi, c'était une mission sociale. Fait que j'ai découvert l'innovation sociale. Fait que tu utilises l'organisation comme un outil pour créer un changement social. Bien, tu as juste en main un outil pour agir dans le monde. Puis ça amenait pour moi énormément de joie puis de bonheur. Puis j'ai réalisé que on vient du monde des changements de comportement. On s'est connus en travaillant pour Participation en promotion de la santé. Mais mon modèle pour changer de comportement, c'est pas juste dans la psychologie comportementale pure, c'est le monde du design thinking puis de l'innovation sociale que j'ai réalisé que ces modèles-là, je pouvais les appliquer à l'échelle humaine dans ma vie. Quand j'ai réalisé que la réponse pour moi, c'est comme quand je suis revenue à ça, cette énergie-là qui était là dès le départ avec Vivas, d'un esprit d'expérimentation, de dire on essaie des affaires, on apprend, on ajuste notre modèle mental, on réagit puis on refait de la recherche. On intègre comme. Quand j'ai réalisé que c'était ça le point commun dans tous les moments que j'étais le plus heureuse dans ma vie, comme j'ai fait, il y a de quoi là dans, pas juste qu'est-ce qu'on crée, mais dans la posture dans laquelle on crée. Puis que je voulais reprendre cette posture-là. Au début, on le disait moins ces temps-ci, on parlait qu'on était des éternels apprentis. Puis quand je me remets dans cette posture-là,
je ressens une curiosité, ça reconnecte avec ma curiosité de dire, j'ai pas besoin d'avoir les réponses. Puis je pense que c'est ça que l'école va tuer. L'école, à cause du processus d'évaluation, On évalue au les réponses. fond de nous, comme enfants, là, même si on se fait dire, suis ta passion, comme tu le sais qu'il y a une évaluation qui s'en vient. Tu dois te donner une réponse, puis elle va Ouais. évaluer. Fait que c'est comme, oui, sois curieuse, mais dans le cadre qu'on te donne, alors que la vraie curiosité, c'est une question et tu ne sais pas la réponse. Puis tu vas te développer des outils pour naviguer dans l'inconnu. Puis c'est pas du tout la même game que de dire, sois curieux, la réponse est l'autre bout, je te la donne. Trouve la réponse que je veux que tu me donnes. C'est pas la même énergie, tu sais, d'un acte créatif pur où tu arrives dans le monde puis tu crées quelque chose qui n'existait pas avant. Puis je pense qu'au fil du temps, moi, là où je sens que je me suis perdue, encore une fois, dans la honte, puis les personnages qu'on se crée dans notre tête de qui on doit être, j'ai réalisé que je sentais que je devais être. Là, tu sais, la petite fille qui donne des bonnes réponses, mais l'espèce de, comme professionnelle, que je m'adressais à une audience et que je devais leur donner les réponses. Que je devais leur dire comme, voici la recette. Voici, je vais te présenter un modèle, puis si tu l'appliques, je peux te garantir des résultats, tu sais. Puis on dirait qu'il y a une partie de moi, puis ça fait que, encore une fois, tes croyances, ça fait que tu vas aller chercher, vont se manifester dans ta réalité. Fait que nous, on est allé, on cherchait comment financer notre création, qui est un défi en soi, c'est-à-dire comment on finance notre genre de contenu sans publicité, parce que pour l'instant, on n'est pas allé chercher de la pub. Il y a plein d'affaires conventionnelles que nous, on avait écartées. On se disait, est-ce qu'on est capable de financer ce qu'on crée par notre communauté, où on était au service des autres? Puis on s'est beaucoup inspiré du modèle, mettons, du coaching, qui a des super bons modèles marketing, tu sais. Mais je réalise que je ne suis pas bien dans la position d'être une coach, puis que ça s'est exprimé de plein de façons, puis que dès que j'adoptais cette posture-là, de je dois enseigner, même si au final, on a créé Vivace en se disant, on va repartager. C'est bizarre, là, mais dans ma tête, je repartage du savoir. Tu sais, je fais juste faire circuler l'information. Je ne me vois pas comme une coach ou une consultante ou une prof, genre. Mais c'est comme, pas que c'est léger comme distinction, mais ça change complètement mon énergie interne. Puis même toi, tu avais des réflexions. Tu comprenais pas non plus pourquoi j'étais autant... Parce que dans les derniers mois, j'étais pas capable de créer. C'était inimaginable de recommencer à créer, mettons. Tu as essayé de dénouer ça aussi de ton bord. Puis je pense que toi aussi, tu étais arrivé à la conclusion que j'avais juste trop de pression de performance, puis qu'il fallait que quelque chose switch pour que je sois plus dans la joie, genre, que je retrouve la joie de créer. Ouais. Je pense qu'on peut voir que quand on était petit, on opérait complètement différemment dans le système scolaire. Tu sais que moi, la pression de donner la bonne réponse, tu sais, j'avais pas de pression de performance à l'école. Dans le sens où ça me dérangeait pas d'avoir une mauvaise note, de donner une mauvaise réponse. J'ai l'impression que toi, tu performais beaucoup à l'école. Fait que j'ai l'impression que ce mindset-là t'a un peu cassé. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, je pense que ce qui m'a aidé de te rencontrer, c'est que tu m'encourages beaucoup à créer, puis à passer à l'action, puis à s'améliorer au fur et à mesure. Puis on dirait que c'est ça qu'il fallait pour commencer à dépogner un modèle pendant des années. J'aurais jamais créé autant. J'aurais jamais été capable de livrer quelque chose si ça n'avait pas été d'être avec toi. Que justement, il y avait de la légèreté, puis c'est le personnage. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc que tu as réalisé. Que des fois, les boucliers qu'on se crée ou les mécanismes qu'on développe en pensant, tu sais, pour vouloir comme cacher notre honte ou éviter les répercussions sociales de ne pas fit in, ça devient aussi un super pouvoir, genre. Puis de réaliser que... Ouais. Quels mécanismes qu'on utilise pour se protéger deviennent des forces, en fait. Oui, c'est drôle parce que des fois, c'est juste vu comme un... C'est vrai, même nous, on en parlait. C'est un bouclier, c'est négatif. C'est un mécanisme de défense. Mais ça devient aussi un super pouvoir, finalement. Parce que, ouais, il s'affûte avec le temps. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais diligemment. Il y a un peu de ça. Fait que c'est vrai de dire, ah, mais je veux aussi nourrir, mettons, cette facette-là de moi. Mais le fait que pendant des années, tu as utilisé ton humour pour désamorcer des situations ou ramener de la légèreté dans un groupe, bien, tu as encore ces skills-là, finalement. Ben oui, ils sont encore là. C'est juste que je peux les utiliser pas pour me protéger, mais pour comme contribuer à quelque chose. Même chose pour toi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est de dire comme, OK,
c'est ça qui est drôle, nos croyances vont manifester la réalité. On avait Vivace, là. J'ai choisi d'être entrepreneur dans notre domaine, en innovation sociale, parce que je sentais que c'était une page blanche, puis je pouvais créer ce qu'on voulait. Puis j'ai réalisé en une couple d'années qu'il y avait quand même une gravité, puis que j'étais en train de créer, ou que des fois, je me sentais mal de ne pas créer ce que je pense que j'aurais créé, qui est d'être une petite savante. Genre. Mais en même temps, il faut que je reconnaisse que, genre, il a aussi fallu que je fasse la paix avec le fait que j'adore lire, puis que, genre, j'ai une soif d'apprendre qui est constamment inassouvie, puis qu'il y a un côté de moi qui est vraiment une nerd, genre. Mm-hmm. Mais que je peux être une nerd sans avoir l'impression qu'il faut que je j'enseigne. Je sais pas, en tout cas, il fallait que je fasse ça en moi, tu sais. Puis, fait qu'à la question de, genre, comme, est-ce qu'on veut encore s'exposer publiquement? Est-ce que, puis si oui, la réponse est oui, mais comme comment on va le faire, tu sais, fait qu'il y avait une question de posture plus que de format, puis au final, on a réalisé qu'il y a des discussions, un format audiovisuel, fait qu'il y a des longues discussions, des fois quand même lentes, avec l'audio, mais aussi la caméra, puis comme je faisais avant aussi, j'ai rajouté des visuels, fait que je pense que je vais commencer à le faire, là, comme quand on faisait des studios. C'était quand même quelque chose qui nous a apporté beaucoup, qu'on va continuer de faire. Fait que, tu sais, ça pourrait aider les gens à comprendre, à dire c'était quoi l'état de Vivace quand on a fait la pause, justement. Ouais. Tu sais, dire que là, il y a des gens qui sont membres. Tu sais, comme on a une communauté qu'on appelle le clan Vivace, qui a accès à une application, mais on faisait aussi une infolette. On avait aussi un podcast avec des épisodes un peu... On avait des séries, mais c'était pas tout le temps des séries. Fait que c'était on avait des appels chaque mois. Quand on a fondé le clan, on avait un appel chaque mois sur un thème. En live qu'on faisait avec la communauté. En fait, on a réalisé, c'est pas juste qu'on avait plusieurs formats qu'on expérimentait, c'est aussi qu'il y avait plusieurs thèmes. Fait qu'on avait, mettons, des séries de podcasts sur un thème, mais l'infolette sur un autre thème. Des fois, ce que je parlais dans l'infolette n'avait pas nécessairement rapport au podcast, ou des fois, il y a un podcast qui sortait, j'en parlais même pas dans l'infolette. C'était pas juste un babillard, mettons, de tous les podcasts qu'on sortait, parce que je voulais plus laisser à la place à l'idée du moment, puis pas juste toujours être dans la promotion de ce qu'on venait de sortir. Mm-hmm. Après ça, on avait des appels chaque mois dans le clan, mais c'était pas nécessairement sur les thèmes du podcast. Fait que c'était pas lié nécessairement. Si tu multiplies le nombre de formats avec le nombre de thèmes, c'était comme trop d'onglets dans ma tête, puis je suis devenue en surcharge. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je sois prolifique puis que je continue là-dedans. Mm-hmm. Alors que là, on dirait qu'on rentre plus dans le cycle de simplifier. Pas juste éliminer, mais réaligner des choses, de dire... Cadrer. De dire, c'est plus de dire, je ne fais plus jamais l'infolette, mais c'est de dire, est-ce qu'il y a une façon de la faire qui me demanderait moins d'énergie, puis qui m'amènerait quand même, qui apporterait de la valeur aux gens, puis que ça m'énergiserait de le faire. Puis on a des pistes, tu sais. Mm-hmm. Puis là aussi, on avait des programmes qu'on avait construits, mettons, Pipi Nature, qui est pour réapprendre à appliquer une hygiène naturelle infantile. Mais là, on vendait ça aussi séparément. Puis là, après ça, on a décidé d'intégrer ça dans le clan, puis on redonnait ça à tous les gens qui étaient dans le clan. Fait comme on jonglait vraiment avec beaucoup de formats, avec beaucoup d'offres différentes, qui n'étaient pas, comme tu disais, pas nécessairement liées les unes aux autres. Là. C'était juste comme une collection d'affaires. Ouais. Bien, c'est que ma vision ultime, j'ai envie d'avoir un espace où, là, moi, j'ai appelé ça des clubs. Là, fait qu'à chaque fois qu'il y a une thématique qui m'intéresse, je peux imaginer les gens qui s'intéressent à cette thématique-là se regrouper comme des clubs. Puis la vision initiale, c'était notre vie étudiante, où il y avait une asso qui regroupait les étudiants d'un certain cycle, puis après, il y avait des clubs avec des thèmes. T'sais, moi, c'est direct. Des clubs d'intérêt. Ça venait de là, ce modèle-là. T'sais. Puis on était toujours déchirés entre couvrir plus de thèmes ou aller plus en profondeur sur un thème. Fait que le travail qu'on a fait dernièrement aussi, c'est de standardiser, de dire, OK, de s'entendre. Comment on monte une série de podcasts, comment on lie ça à ce qui se passe avec nos membres, quel contenu on fait pour que ce soit vivant, parce que il y a des choses qui sont publiques gratuites pour tout le monde, puis il y a des choses que c'est réservé à nos membres. Fait que aussi, comment on peut relier les deux pour que ce soit comme qu'on a l'impression de créer, de s'immerser dans un sujet, puis de tout décliner en format au lieu de... C'est ça, de passer. C'est éparpillé. Fait que bref, on a comme passé beaucoup d'heures à faire le ménage là-dedans, puis on dirait que là, je suis vulnéreuse, parce que c'est drôle, hein? On dirait que ça me fait presque sentir plus vulnérable que de parler de ce qui génère de la honte, mais c'est comme... Un truc qu'on a réalisé justement dans la posture,
de se remettre dans une posture de plus d'explorateur puis d'apprenti que de se remettre dans une posture d'enseignant. Ça m'a ramené toute la joie aussi avec le podcast de dire on va faire des saisons, puis on va partir avec une question au début de la saison, puis on va juste faire ce que je fais dans la vraie vie. Okay? Je vais m'immerser, on s'immerse complètement dans un sujet quand ça nous intéresse, puis on fait plein de recherches, puis on va partager les choses au fur et à mesure. Fait que le podcast reste de cette façon-là. Mm-hmm. Puis l'infolette qu'on faisait, ben on va le faire, mais d'une façon que c'est de documenter, de partager au fur et à mesure comme ce qui se passe dans le podcast. Ce qui était supposé être ça au départ, mais je réalise que des fois, je partais sur d'autres territoires. Mm-hmm. Puis la façon de le faire, c'est sûrement que ça va être Vince va... On va le tester, en fait. On va se mettre dans un mindset d'expérimentation, mais Vince va me poser des questions, comme un peu un journaliste de terrain, de dire Marc-Claude, dans son habitat naturel, qui fait de la recherche à son bureau, qu'est-ce qu'elle apprend cette semaine, tu sais, puis de juste comme garder ça vivant de cette façon-là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, une des grandes forces de Marc-Claude, c'est de s'immerser dans un sujet en profondeur pendant comme 1 mois, 2 mois, pendant ce qu'on appelle, nous, une saison. Mais une fois qu'elle a couvert l'essentiel, elle aime s'immerser dans un nouveau sujet. Puis c'est là que notre façon de faire avant était comme... pas notre façon de faire, mais tous les formats qu'on créait n'étaient pas alignés avec cette force-là de recherche puis d'immersion. Fait que ça l'a mené à comme une reconfiguration de pas juste ce qu'on offre, mais de la façon qu'on travaille. Ouais. Puis aussi notre réalisation, justement, qu'on n'a pas envie de créer quelque chose, de le remettre, mais on veut quelque chose de plus itératif. Ouais. Faut que je m'enlève la pression de devoir livrer une chose qui est finale pour toujours. Puis je pense que, mettons, avec les clubs, j'avais le sentiment qu'il fallait que je livre genre un programme ou un atelier, un masterclass, genre, puis que c'est comme, voici le savoir sur ce sujet. Puis là, on va encore avoir des clubs, mais ce que j'ai envie de livrer, c'est, maintenant, même à l'interne, j'appelle maintenant ça un carnet d'expérimentation. C'est genre, je vais juste rassembler ce que je sais à ce jour. Puis l'intention, je pense, c'est moins... C'est ça, l'intention, c'est plus de dire « je suis supposée être la personne qui donne les réponses ». Parce que quand je regarde en arrière, puis je regarde mon histoire, là où je me sentais le mieux, c'est quand j'étais dans une équipe de personnes qui m'ont appris à poser des questions puis à faire de la recherche. Puis c'est ce que j'ai envie, finalement, d'offrir aux autres. Mm-hmm. Tu sais, ce que j'ai envie d'offrir aux autres, c'est comme de sentir que tu es capable d'opérer au quotidien dans la joie de chercher des réponses puis d'essayer des affaires ou d'amener des changements. Tu n'es pas juste accablé par l'inconnu, par le fait qu'il faut que tu livres puis que tu obtiennes absolument des résultats, mais comme tu parlais du processus itératif, avoir un esprit d'expérimentation, il y a des façons très concrètes de nourrir ça. Tu sais, il y a les études sur la créativité, quand tu commences à lire là-dessus, c'est comme, il y a des choses qui tuent la créativité. Il y a des choses qui tuent l'élan. Il y a des choses qui tuent l'envie de changer. Puis il y a des choses qui le favorisent aussi. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on peut enseigner à nos enfants. Fait que c'est encore moins, encore là, c'est moins des recettes que des façons d'opérer dans le monde. Tu sais. Mm-hmm. Je retombe en amour aussi avec ma passion pour les modèles mentaux, c'est ça. J'aime développer des modèles conceptuels, mais je réalise que c'est pas juste conceptuel, c'est que ça oriente carrément mes actions. Tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que j'ai réalisé que je pensais que ce qu'on avait à partager, c'était des idées, mais je pense que ce qui est encore plus puissant, c'est c'est une façon d'agir. C'est une façon d'amener des changements. C'est une façon d'améliorer sa vie. Puis, tu sais, cet épisode de podcast, ça fait des mois que je sais qu'on va le faire, que je sais qu'on allait parler des derniers temps, mais que j'étais un peu terrifiée parce que, genre, on n'avait plus de routine, on n'avait plus de repères parce qu'on dédiait notre énergie à apprendre dans notre quotidien, puis je n'en avais pas pour partager au fur et à mesure. Mais la raison qu'on le partage, même si ça nous fait sentir vraiment vulnérable, c'est qu'on est vraiment guidé par cette idée-là que si on va enseigner à des enfants à s'améliorer, ça implique de leur enseigner, encore pas d'enseigner, mais de créer un cadre pour quand les choses ne marchent pas comme on voudrait. T'sais. Parce que quand on étudie la créativité et l'innovation, il y a énormément de discussions aussi par rapport à l'échec. Ou ce qui peut être perçu comme un échec, tu sais. Mm-hmm. Puis,
Puis j'ai réalisé que je ressentais de la honte d'avoir échoué, en guillemets, de me dire, ce que je m'étais mis en tête, justement, la petite élève scolaire qui avait un plan de match puis qui pensait qu'elle devait l'exécuter pour me montrer qu'elle avait un bon modèle, ça me faisait pas sentir bien. Puis la façon de m'apaiser, c'est de me rappeler que non, la game, c'est si tu tombes, tu te relèves puis tu continues. C'est comme... Puis, comme on peut pas transmettre à notre enfant quelque chose qu'on n'incarne pas nous-mêmes. Puis, justement, c'est drôle parce qu'une autre des sources qui m'avait inspirée dans notre posture avec Viva, c'était comme... J'écoutais un reel d'un père sur Instagram qui, lui, est dans la gym puis il fait des stunts avec sa fille. Genre. Mais lui-même, il fait ça, tu sais, comme c'est une de ses passions, tu sais, puis il fait des stunts sur des trampolines, puis il fait de la gym, puis il avait dit dans son reel, « Your kids need to see you fall. Get up and try again. » T'enseignes la persévérance en étant persévérant. Puis on dirait à chaque fois que je m'en mettais dans pas ça, je devrais avoir la réponse, puis je dois revenir devant la caméra quand j'ai la réponse, puis tout va bien. J'avais l'impression d'avoir perdu ma voix, tu sais. Mais à chaque fois que je m'en mets dans pas ça, de genre, le processus est plus important que la conclusion, là, je sentais que ça devient naturel de vouloir partager, connecter avec les autres. Puis, comme, on dirait aussi que de se reconnecter à la créativité, pour moi, ça m'a rappelé... La curiosité, pour moi, est liée beaucoup à l'espoir. Je réalise qu'ici, il y a une chose que... Tu sais, l'idée que Vivace, maintenant, c'est le sentiment de pouvoir agir sur sa vie, c'est parce que les moments où j'allais le moins bien, c'est quand je me sentais impuissante ou quand les gens disaient « c'est ça qui est ça », tu sais, puis que tu as l'impression que tu n'as pas de voix, il n'y a rien d'autre à faire que cette chose-là. Bien, pour retrouver le pouvoir sur sa vie, sentir qu'on est capable d'agir, sentir que nos gestes comptent, sentir que si on agit, les choses vont s'améliorer. Comme, il faut aussi nourrir la croyance. C'est ça, il faut nourrir la croyance, l'espoir que les choses peuvent devenir meilleures. Puis, je réalise je suis contente d'avoir parlé par l'infolette puis par nos différentes recherches de toute la détresse que j'ai ressentie, puis le sentiment d'isolement, puis... Mais je réalise que moi-même, des fois, je voyais plus la lumière. Puis j'avais quand je creusais vraiment profond, je pense que j'avais une inquiétude profonde pour l'humanité et la société. De se dire, est-ce que ce qu'on fait, là, puis nos gestes, à la fin, font vraiment une différence? Je pense que c'est dur d'avancer quand tu sais pas si ce que tu fais, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Puis je pense qu'il a fallu que je me replonge moi-même dans cette question-là philosophique de dire, est-ce que, tu sais, la vie était comme, tu crois-tu fondamentalement, Marc-Claude, que ce que tu fais est important, tu sais, puis que ça peut faire une différence? Parce que si la réponse c'est non, justement, quand on parle de quelque chose qui va tuer la créativité ou qui va tuer le changement, c'est que si tu penses que tes gestes font pas de différence. Ça, c'est la recette pour l'inertie, c'est de penser que ça change rien. Puis, un truc qui m'a fait du bien, c'est que mais là, j'ai l'impression que si j'ouvre plein de parenthèses, là, je vais parler de Yamazaki, mais je peux peut-être me retenir, là. Je sais pas. Ben, oh non, je vais le dire, parce que c'est vraiment, ça a été une des méga réalisations aussi. J'ai écouté spontanément un des podcasts de Yamazaki sur le cynisme. Lui, je pense qu'il vient plus de la sphère du bonheur, mais il explique que le cynisme, c'est justement une posture de croire que les choses vont pas changer ou qu'il n'y a rien à faire. Mais dans notre société, le cynisme est quand même vu positivement. Les gens qui sont cyniques vont être vus comme plus intelligents. Plus réalistes. Plus réalistes. Ouais. Puis les gens qui sont plus comme joyeux ou hopeful, genre justement qui ont espoir, vont être vus comme naïfs. Et mettons déconnectés, ou même moins intelligents, moins compétents. Puis j'ai réalisé qu'une partie de moi qui avait de la résistance à être pleinement dans l'espoir, puis dans la lumière, puis dans la joie, parce que je me disais que j'étais naïve et pas réaliste. Que c'était nounoun. Non, j'étais nounoun. C'était nounoun, ben oui. J'étais pas savante, j'étais nounoun. Puis lui, ce qu'il explique, c'est que
cette idée-là que les cyniques sont plus réalistes et ont raison, en guillemets. Il essaie de montrer par les études scientifiques que les cyniques, en fait, à beaucoup d'égards, sont moins heureux, ont des moins bonnes relations, réussissent moins bien financièrement. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est comme sa prémisse de départ, c'est la grande question philosophique d'est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais. C'est une question scientifique ou philosophique, c'est impossible à réellement trancher. Parce qu'on peut être les deux, en fait. Mais il dit, ce qui est clair de la science, c'est que si tu penses que les gens sont mauvais, puis si tu penses que les gens sont fondamentalement bons, peu importe ta croyance initiale, tu vas le manifester. Si tu penses que l'homme est mauvais, si tu opères dans la vie avec méfiance, puis tu penses que les gens vont te tromper ou te profiter de toi ou que les gens sont... que l'humain est agressif puis détruit, tu vas filtrer la réalité pour confirmer ta vision du monde, puis tu vas agir d'une certaine façon qui te renvoie aussi cette énergie. Mais si tu crois que l'homme est fondamentalement bon, tu vas nourrir des relations d'une certaine façon, puis tu vas agir dans le monde, puis ça va te revenir pour te confirmer cette vision-là du monde. Fait on dirait que ça m'a fait du bien qu'ils disent, mais si tu choisis la voie du cynisme, tu vas être objectivement plus malheureux parce que tu te déconnectes des autres. Puis lui aussi, il est dans la perspective que le bonheur est social et relationnel. Puis on dirait qu'il m'a donné la capacité de voir ça, puis là, de choisir. Puis de dire comme, qu'est-ce que tu veux nourrir en toi? Tu sais, toute la crap là, qui t'habite, puis finalement, ton cynique interne, ce critique-là qu'on parle, en philosophie, on parle beaucoup, là, the inner critic, genre. Moi, je le voyais, son énergie est très cynique, tu sais. Est-ce que tu veux continuer de croire ce personnage-là qui t'habite? Qui est là pour plein de raisons, tu sais, mais il est là. Parce que c'est pas naïf d'avoir de l'espoir, puis c'est pas naïf de vouloir être heureux. Puis on dirait qu'il m'a donné une vision très claire de si tu suis tel chemin, tu peux, mais va là où ça mène. Si tu suis tel chemin, va là où ça mène. Puis on dirait que là, c'est devenu de plus en plus facile pour moi à l'intérieur de moi. À chaque fois que je ressens le cynisme ou la peur ou l'espèce de, justement, le personnage qui dit « t'es donc bien naïf, t'es donc bien... » comme je me reconnecte à la personne qui veut être créative et qui croit qu'on peut faire une différence. Puis ça l'a apaisé beaucoup aussi de l'espèce de peur que les gens soient cyniques envers moi, parce que maintenant, je le vois que c'est juste un personnage. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Puis il faut en devenir conscient à un certain moment pour rechoisir. Mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était pas un choix, j'ai juste internalisé de plein de contextes différents. Mais là, j'ai eu l'opportunité de choisir, puis je vais rechoisir chaque jour de ne plus être cynique. T'sais. Puis je pense que mon cynisme s'exprimait par beaucoup, beaucoup d'inquiétude, d'insécurité, puis de doute sur mes capacités, mais c'est ça, sur est-ce qu'on fait vraiment une différence. Puis à partir du moment où j'enlevais beaucoup, beaucoup de turbulences internes, puis je me disais, c'est quoi la mission de Vivace? C'est quoi vraiment notre quête? Il y a de quoi aussi qui s'est simplifié, de dire, on n'est pas en guerre contre un système, on n'est pas en guerre contre l'école, on critique. On pose des questions beaucoup par rapport au système, la médecine, l'éducation, mais au final, c'est pas les institutions l'ennemi. Les institutions sont juste la représentation des croyances sociales puis de la culture. Fait que nous, c'est quoi notre... Encore là, même de ne plus avoir un discours de combat, mais qu'est-ce qu'on veut changer? Puis pendant beaucoup de temps, c'est « Ah, mais c'est le mode de vie, le problème. Le mode de vie moderne n'est pas aligné avec nos besoins fondamentaux. » C'était un peu ça, mais c'est quand même huge de dire on va changer la culture puis on va changer le mode de vie. Puis avec la recherche, on a mis le doigt sur quelque chose qui a, encore une fois, shifté beaucoup de choses en nous. Puis c'était de dire, on n'est pas en combat contre quelque chose qui doit être transformé. Les gens, on n'est pas brisés. Je pense que de sortir aussi du modèle médical où on adresse les gens comme s'ils sont brisés, il y a juste de quoi réparer. J'étais comme, je trouve pas ma place là-dedans. Puis finalement, je pense que j'ai compris, avec beaucoup d'introspection, que finalement, la cause profonde de tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste qu'on a oublié c'est quoi être humain. Fait que c'est pour ça que la phrase « vivre comme un humain » est revenue en force, mais j'avais de la misère à l'articuler, OK, mais encore, je pense qu'on a juste oublié c'est quoi être humain. C'est tout. Ouais, puis ça s'exprimait, comme
quand on s'est mis à parler d'hygiène naturelle, c'est même pas que... C'est comme quelque chose qu'on a découvert et qu'on avait oublié que c'était possible. T'sais, en tant que société, on a juste oublié que c'était possible que pendant tellement longtemps, on recule 4 générations peut-être, puis c'était ça, mais il n'y avait pas de couches. Il n'y avait pas de... Ouais. Que les enfants n'avaient pas des couches jusqu'à 4 ans. C'était pas ça, là. Mais là, on dirait que c'est tellement... Cette possibilité-là, c'est complètement effacée. Fait qu'il y a avant même de penser à... C'est ça. La première étape, c'est de se souvenir, en fait. Ouais. C'est ça. Puis quand je repensais à des moments marquants dans ma vie, j'avais de la misère à articuler notre mission parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont parler, raconte ton histoire. Puis on n'a pas une histoire de transformation grandiose. Il y a des gens qui, physiquement, mettons, il y en a qui sont malades puis ils guérissent de quoi? Ou ils sont dans un état qui ne se sentent pas bien, puis ils s'entraînent, puis là, ils deviennent plus habiles, puis là, ils sont fiers de montrer une transformation qui visuellement se voit, mettons. Puis nous, on n'a pas ça. On est un peu ordinaire, mais je réalise que c'était ça. On est juste ordinaire. Puis le problème en ce moment, c'est qu'on a normalisé plein de choses qui sont rendues la norme, sont rendues banales, mais c'est pas supposé être ça la norme. Puis on était là-dedans nous-mêmes. Puis quand j'essaie de repenser à c'est quoi les moments clés, qu'il y a des choses qui ont flippé. Puis encore une fois, je pense que vu que je voyais pas de trucs grandioses, j'ai pas eu un accident d'auto que j'ai eu des révélations parce que j'ai vu ma vie flyer devant. Tu sais, c'est dommage plate, ma vie, mais... Mais quand je me suis reconnectée, d'essayer de voir c'est quand il y a quelque chose qui a flippé en moi, puis que c'était pas juste une découverte intellectuelle, parce que j'ai découvert plein de gens qui m'ont fait voir les choses différemment, mais l'action, où il y a vraiment eu un moment pivot, j'en parle encore, c'est la table. C'est de couper les pattes de ma table de cuisine. Puis c'est tellement simple et banal, en guillemets, mais en même temps, c'est vraiment pas banal, parce que ça suscite plein de réactions, puis d'intrigues, mais le sentiment qui m'habitait de genre, oh my God, on est libre de faire ce qu'on veut. Les normes, c'est pas des lois. T'sais, on peut comprendre d'où ils viennent, puis on peut comprendre comment les changer. Comme là, je me suis remis dans l'énergie de départ, de vivace, puis j'ai fait, c'est encore cette énergie-là. C'est avec ça que je veux me connecter. Fait qu'on a juste oublié, je réalise que c'était là depuis le début. Le sentiment, on a juste oublié. Les normes nous font qu'on ne voit plus qu'est-ce qu'on a oublié. Puis maintenant, je vois Vivace juste comme un espace pour nous expérimenter, partager d'une façon qui va encourager d'autres personnes à expérimenter puis à essayer des affaires. Puis c'est de même qu'on apprend tous. Puis de voir le savoir moins comme quelque chose qu'on possède individuellement que comme quelque chose qui est construit par nos interactions avec les autres. Je pense que le terme intelligence collective résonne quand même beaucoup avec toi. C'est-à-dire que c'est pas un espace où on enseigne, mais c'est un espace où en gang, on essaye de nourrir les réponses à une question qui est plus grande. Commune. Parce que les contextes sont trop variés, puis ce qu'on a vécu qui a marché pour nous peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais au fil du temps, en accumulant plein d'histoires de plein de personnes puis des anecdotes, il va commencer à se tracer des lignes directrices, mais si on se replace encore une fois dans le journey collectif, en ce moment, tellement de monde parle de l'inconfort puis de qu'est-ce qui se passe socialement, puis il y a tellement de turbulences, puis l'avenir est incertain, mais c'est là qu'on en est collectivement. C'est comme, on sent que les vieux modèles ne fonctionnent plus. On a des intuitions pour des nouvelles choses, on veut que les choses changent, mais le nouveau modèle tel quel, c'est pas comme si la société peut faire comme « Ah non, le vieux marche plus, voici le neuf », puis on adopte. On est collectivement dans une phase de transition où le vieux ne fonctionne pas, le nouveau est à venir, mais on apprend, on va se rendre au nouveau modèle, pas en attendant patiemment que la société change. C'est nos actions qui vont créer un mouvement collectif. Puis c'est ça, c'est là qu'on est rendu. C'est quoi l'impact sur Vivace? Bien, le mot intelligence collective m'a vraiment résonné. Ça revient à ma lecture de Joseph Henwick, que je vais reparler. Je pense que je veux l'inviter au podcast, en fait. Comme j'ai aussi internalisé qu'au podcast, qu'il y a des gens qui étaient inaccessibles, fait que je les ai même jamais invités. Fait que quand tu as la croyance que ça ne marchera pas, tu le feras même pas. Fait que il y a certains invités que je me dis, ils vont jamais dire oui. Fait que je leur ai même pas demandé, fait que je le saurai jamais, mais au moins, je veux le savoir si je les invite. Puis j'aimerais ça le recevoir au podcast. Lui a écrit un livre où il explique comment l'humain, on est supposé apprendre puis se transmettre du savoir, puis qu'est-ce qui est
plus important que l'intelligence individuelle, que nos capacités cognitives individuelles. L'humain s'est démarqué parce qu'on est capable d'accumuler puis de s'échanger de l'information de génération en génération. Puis quand on comprend, selon notre perspective, que si on ne vit plus comme on est supposé vivre, c'est juste qu'on a oublié, bien, notre mission devient de recréer un espace où on est capable de réapprendre. Puis pour réapprendre, c'est pas juste... Les réponses, à ce moment, n'existent pas dans les livres. Fait qu'il faut recréer du savoir. Il faut aller s'inspirer de plein d'endroits différents. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, qu'il y avait l'aspect la communauté avec le clan, mais il y avait aussi l'aspect du savoir, puis on n'était pas capable de l'articuler. Moi, un des trucs qui était vraiment confortable pour moi, d'avoir une communauté en ligne, c'est que si c'était juste de moi, j'aurais probablement jamais créé ça. Puis c'est intéressant de dire que ça vient un peu plus de toi, parce que toi, tu as aimé faire partie d'une certaine communauté en ligne, puis tu as réalisé que ça vient aussi par rapport à ton sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. Ça vient de cette solitude-là que, là, je me laisse discuter dans l'épisode d'avant, parce qu'on va probablement avoir séparé la discussion au moins en deux. Mais ça vient de beaucoup de solitude qui m'a amené à comme agir d'une certaine façon quand je suis en groupe pour être inclus facilement, puis même avoir ma place pour toujours. Fait que ça m'a amené à comme donner beaucoup de valeur à l'aspect communauté, tu sais. Fait que c'est pas anodin que c'était même pas notre première offre, mais tu sais, l'aspect clan, l'aspect communauté, ça a toujours venu plus de moi. Marc-Claude, elle a eu tout le temps une espèce d'inconfort par rapport à ça. Puis, à l'inverse... Parce que j'étais insécure à avoir mes capacités. À l'inverse, l'aspect savoir puis recherche, ça a toujours été plus Marc-Claude. Moi, je suis zéro comme ça. Je m'intéresse à des sujets, puis... Mais, tu sais, ça vient vraiment plus de Marc-Claude. Tu sais, j'aurais pas fait des programmes ou des clubs d'intérêt ou des masterclass ou des choses comme ça si ça n'avait pas été de Marc-Claude. Tu sais, fait qu'on avait comme deux types d'offres qui étaient une plus dans la transmission du savoir, puis une qui était plus dans la communauté. Que ça venait de Marc-Claude ou de moi. Là. C'était comme deux facettes de Vivace. Que là, on s'est dit, on va les intégrer ensemble. T'sais. Fait que là, les micros viennent de lâcher parce qu'on a trop parlé. Fait qu'il a fallu prendre un 15 minutes pour les recharger un peu. C'est reparti. Fait qu'on sentait en nous qu'il y avait comme deux entités, l'aspect communauté puis l'aspect savoir. Même quand Vanessa Pilon, à son podcast, elle vient me demander c'est quoi Vache, j'ai comme. Pour elle, c'est une question que je me sentais comme un chevreuil sur l'autoroute. Là, comme... t'avais quasiment l'air d'un chevreuil qui s'est fait rentrer dedans. Ah non, c'est pas. Après. Elle ramassait la petite cuillère sur l'autoroute. Parce que je suis comme. C'est jamais assez clair en moi avec Vache. Comme j'étais. Tu sais, comme. Je me suis déjà cachée à un party de famille parce que, genre, je voulais pas répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Parce que ça me semblait... Je sais pas pourquoi ça me semblait nébuleux à répondre, tu sais, parce que... c'est long, la réponse, mettons. Puis là, je me disais, je devrais trouver une réponse courte, mais la réalité, c'est vrai qu'on n'est pas des pompiers, genre. Tu peux pas dire un mot, puis tout le monde comprend. Mais j'étais comme, il faut... Mais je réalisais que j'avais de la misère à trancher parce que, identitairement, je voyais pas clair sur qui j'étais. J'avais de la misère à prendre position, tu sais, puis pas nécessairement de manière comme agressive ou politique, mais de dire, tu te places à un endroit puis tu dis, voici ma vision du monde, puis voici comment je vois le monde. Puis encore une fois, parce que je réalise qu'on se fait pas vraiment enseigner ça. On se fait pas vraiment dire comment faire ta vision du monde m'intéresse, puis tu peux créer le monde qui t'entoure, tu sais, puis de juste me reconnecter à cette joie-là que j'ai ressentie dans certains domaines qui me donnaient la permission de poser des questions puis de dire « Hey, t'as une voix, genre, tu peux parler. » Fait que, bref. Les entités qu'on s'entend en nous, c'est ça. La réponse que j'avais donnée, c'était comme... Mais dans le fond, il y a l'aspect savoir puis il y a l'aspect communauté parce que le savoir est social. Tu sais, le savoir est supposé être transmis socialement. Comme, c'est ça. C'est pas juste un acte individuel, puis ça fait du sens. Le savoir est transmis, mais aussi est comme... Pour du savoir riche, tu as besoin de plusieurs expériences, puis plusieurs... Ouais. Fait que les deux se nourrissent. T'sais. Exactement. Puis... Mais on dirait que je sentais que quelque chose allait exister, que je n'étais pas capable de nommer vraiment, j'avais pas les mots pour ça. Puis il y a
encore une fois, là, c'est ça, je sais que je suis le même. Là. Je découvre un livre, là, puis là, j'en parle tout le temps. Je vais reparler de Joseph Henrich, que j'ai réalisé que je ne prononçais même pas son nom comme du monde. Il disait Henrich, mais c'est Henrich. Dans son livre sur l'intelligence collective, il explique que... j'ai pas dit... Oui, c'est ça. Je l'ai noté dans mon livre, c'était vraiment pertinent. Le savoir collectif, notre intelligence est collective, puis notre savoir augmente selon 2 conditions vraiment importantes dans un groupe. C'est est-ce que il y a un nombre assez grand de personnes. Parce que le plus il y a de personnes qui essayent des affaires, le plus vite on apprend. Parce qu'on peut apprendre des erreurs des autres, puis les modèles, mettons juste en termes d'outils ou les techniques, vont être imités par les autres, puis fait que plus il y a d'individus qui essaient des choses et qui échouent et qui essayent, puis à un moment donné, ça marche, le plus vite on apprend. Mm-hmm. Puis s'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas un seuil, comme il faut une certaine masse critique aussi selon le domaine pour pouvoir apprendre plus vite. Fait qu'il faut un certain nombre d'humains, mais il faut aussi des liens entre les humains. Il faut une connexion entre les gens, il faut être capable de s'échanger de l'information. Parce que si on est 1000 humains, mais chacun dans notre coin, puis qu'on ne peut pas partager nos recherches, c'est comme être tout seul, en fait. Mm-hmm. Mais si tu as 1000 humains, puis que les humains peuvent s'échanger de l'information, l'apprentissage est multiplié. Mm-hmm. J'ai fait, c'est vraiment intéressant conceptuellement parce qu'on cherchait quelque chose qui était à la fois dans le savoir de la communauté, puis là, il nous donne un modèle où il nous dit, je commence à décortiquer les mécanismes qui font que l'information est partagée. Mm-hmm. Puis, de dire, je vais appliquer ce modèle-là aux pratiques qui nous intéressent, qui touchent aussi l'enfance, qui n'est pas toujours beaucoup abordé en anthropologie, je trouve, ou en biologie de l'évolution, qu'on a oublié comment être humain, mais aussi comment prendre soin d'un humain, comme on est supposé le faire. Puis, c'est ça. Là, je ne sais pas si je l'ai dit en particulier coupé, mais whatever, mais Jamil Zaki, lui aussi, quand j'ai réécouté sa discussion, il parle du fait que le cynisme tue la collaboration entre les gens, tue la créativité puis la collaboration, puis ça nuit à l'intelligence collective. Puis il cite une chercheure qui, elle s'est spécialisée dans l'intelligence des groupes, puis elle essaie de mesurer pas l'intelligence d'une personne, mais du groupe. Puis là, j'ai fait, oh my God, en plus, si je commence à utiliser ce concept-là pour dire, OK, le but avec le campus, j'ai dit punch. Non, le but avec Vivace, le but avec Vivace, c'est de dire comme la problématique, c'est qu'on a oublié c'est quoi être humain, puis on veut réapprendre à vivre comme un humain. Puis on peut mesurer notre progrès. J'avais aussi la croyance que ce qu'on faisait était intangible et indescriptible, que je serais toujours un chevreuil sur l'autoroute. Puis j'ai réalisé qu'il y a des gens qui sont capables de mesurer, j'ai pas encore vu comment, mais qui sont capables de mesurer l'intelligence d'un groupe. Puis là, je suis comme, ailleurs, on peut c'était une mission, puis être capable de voir son progrès ou pas, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, il y a de quoi là qui se tramait, puis je sais plus pourquoi, mais on s'est dit, on dirait que le mot clan, tu sais, parce que c'est ça le nom de notre membership, c'est le clan Vivace. Puis j'aime le mot clan encore. Mais on dirait qu'il manquait dans le mot clan l'aspect savoir, puis l'aspect comme transmission, puis l'aspect comme apprendre ensemble, parce que ça peut être ce qu'on veut finalement, le clan, mais on dirait qu'il fallait l'expliquer que le clan existe pour de la transmission, puis apprendre ensemble, puis s'entraider. Puis quand moi-même, j'avais la perception ou la pression de me dire, c'est un groupe, il faut que j'anime un groupe, puis que je me sentais, j'étais comme ça, c'est pas ma place ou ma force, puis je paniquais, puis comme j'avais tellement de honte de même pas être capable d'ouvrir moi-même notre application, notre plateforme. Parce que tu sentais que c'était l'espace où je devais animer un groupe, puis je me disais, mais je suis pas bonne là-dedans, ou je suis pas à l'aise là-dedans. Fait que j'ai juste gelé. Puis Vince, il me relayait les messages. Oui. C'est comme si, c'est ça, c'est un peu la conclusion de la série Vie de clan aussi, mais c'est que la communauté doit être un outil pour créer, ou pour une mission plus large, puis il ne doit pas être de créer la communauté, c'est pas ça la mission, en fait. Non. Puis le fait que, tu sais, tout était, c'est ça, le clan, puis la communauté, ben c'est comme, on a l'impression, on savait pas comment bien tenir ce groupe d'humains-là ensemble, tu sais. Que, ultimement, qu'est-ce qu'on essaie de faire tout le monde ensemble? C'est ça. C'est quoi la chose qu'on essaie de créer, puis
Quand à partir du moment où c'est OK, on veut réapprendre à vivre comme un humain, puis on gagne à le faire ensemble parce qu'on va. Tu sais, il y a une question comme humaine, émotionnelle de dire on est fait pour être avec d'autres, mais aussi les esprits plus rationnels aussi, ou notre esprit rationnel de dire et c'est plus optimal, tu sais, c'est plus efficace. On dirait que ça vient combler aussi différentes facettes de nous. Puis c'est ça, fait qu'il y avait de quoi là, tu sais, puis je me rappelle plus pourquoi. Parce que c'était pas notre intention de dire, je pense qu'il faut renommer notre membership. C'était pas comme, on s'est pas dit, faut adresser ça. Mais il me semble que toi, tu es arrivé à un moment donné, tu as dit, peut-être qu'on pourrait appeler ça le campus maintenant. Ben, c'est que veut pas dans nos réflexions de communauté, de ce qu'on veut créer ultimement. L'idée du campus Vivace est revenue, dans le sens où ça serait un espace physique avec des bâtiments. Ah, c'est ça. Mais aussi des gens, des familles qui habitent sur cette terre-là pour co-créer tous ensemble Vivace. Fait que cette vision-là du campus Vivace est là avec nous depuis longtemps. Il y a du communautaire, il y a de la création, il y a du travail pour brouiller justement l'espèce de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle pour rassembler des gens qui créent ensemble Vivace, puis qui essayent de répondre à la question c'est quoi vivre comme un humain ensemble. Mais nous, ça dans notre tête, c'était loin. C'était comme le campus. Dans le futur, là. C'était dans 50 ans. Là, c'était pas là. C'est quelque chose qui nous animait, mais c'était hors de portée à nos yeux. Mais là, on s'est dit que la première version du campus, c'est quoi? On l'a déjà dans les mains. En ce moment, c'est la plateforme qu'on est en train de construire numériquement. Qui est un espace où on se retrouve puis on teste des affaires tout le monde ensemble. Fait que notre énergie initiale d'apprendre par expérimentation. De s'immerser. De dire, OK, je pense qu'on comprend assez le processus maintenant pour comme, créer un espace, même si, virtuel, qui va se manifester aussi dans des événements ou éventuellement dans un lieu, qu'on est capable je me vois être capable de tenir un espace où on a le droit d'essayer des affaires, puis on a le droit de se tromper, puis on a le droit de réapprendre, puis on a le droit de réfléchir à c'est quoi le cheminement émotionnel, d'apprendre dans le contexte actuel où nos idées sont à contre-courant, mais c'est nice aussi de se rappeler qu'ils ne vont pas toujours être à contre-courant. Parce que nos actions font que ça va rayonner de plus en plus. Puis, mais même quand ça va rayonner, on va continuer d'essayer des affaires. On va toujours repousser les... S'il y avait une constante que je me disais dans mon identité, c'est je pense que je vais toujours vouloir creuser encore plus, repousser les limites. Dès que je réponds à une question, il y en a une autre. Il y en a 20 qui émergent. Je sais que je ne vais jamais arriver au fond de mes questions et des réflexions. D'un côté, chercher à vivre comme un humain, mais aussi réfléchir à la portion, comment l'appliquer ici et maintenant. Ça aussi, là, c'est du changement. Parce que c'est beau d'apprendre un modèle théorique de comment les chasseurs-cueilleurs sont... Comment on est supposé vivre, ça dit comme chasseur-cueilleur. Parce que tout notre corps s'est formé pour ça, puis notre psyché, puis nos émotions. Mais encore une fois, c'est vrai que la vraie équation, ça, pour moi, c'est la partie presque facile de dire qu'on réapprend ça. Même ça implique de faire un voyage puis d'aller sur le terrain, le documenter nous-mêmes. Pour moi, ça, c'est du bonbon, tu sais. Le nerf de la guerre, c'est de dire comment tu transposes un modèle dans la société occidentale pour se rapprocher de ce qu'on est posé vu, alors qu'il y a plein de... C'est pas une page blanche. En fait, c'est vrai, on part pas d'une page blanche. On part d'une société qui a une culture qui mène à des institutions, à des façons de faire, à un mode de vie. Puis, encore une fois, ça vient à l'image de comment tu changes la machine quand tu es dedans puis qu'elle roule. Genre, c'est vraiment complexe, mais encore une fois, quand on cadre ça comme une question à répondre, envoie-moi tout ce que tu as, je ne vais jamais arrêter. Exact. Bref, puis c'est ce qu'on va offrir à d'autres personnes. Fait ça fait aussi partie de notre propre processus de déscolarisation, de voir, tu sais, quand on passe à une plateforme d'apprentissage en ce moment, on passe à une plateforme où il y a plein de cours en ligne, où il y a une certification qui est donnée à la fin, puis il y a comme des tests, puis des étapes, puis on voulait se détacher de ça un peu pour dire comme, ben non, mais on peut apprendre, on peut créer un espace d'apprentissage qui n'est pas comme ça, tu sais, qui est dans le vécu, qui est dans l'expérimentation, qui est dans la transmission du savoir, ça, il va toujours en avoir, mais différente, tu sais. Puis je pense que c'est venu aussi de faire la paix, tu sais, de tout réaligner, tu sais. Puis comme de dire, faire la paix avec le fait, comme on disait tantôt, qu'on est dans l'étape du journey où on sait qu'il y a quelque chose à créer, mais on ne sait pas encore ça va être quoi.
Puis c'est pas la même chose d'apprendre à créer quelque chose qui n'existe pas que d'apprendre à appliquer quelque chose qu'on sait qui marche et qui existe. T'sais, mettons, si tu veux savoir comment faire la meilleure pâte à pizza au monde, comme Il y a des étapes. va sur YouTube, puis trouve, mon père fait ça, il trouve des mamans italiennes qui enseignent leur technique, puis il nous les fait goûter après, puis il est comme, j'ai arrangé telle affaire, puis il perfectionne dans le temps, puis il y a comme pas beaucoup d'enjeux sociaux à dire que tu fais de la pâte à pizza, tu n'as pas les contraintes, mais puis d'accepter la réalité que c'est la game qu'on a choisie là où on en est en ce moment, c'est de l'innovation, comme on dirait, idéologique, je réalise. Puis quelque chose qui est innovant n'existait pas avant, fait qu'il faut juste trouver une façon de l'illustrer pour que d'autres personnes connectent puis qu'on crée quelque chose, tout le monde ensemble, tu sais. Puis, mais tu as raison, c'est vraiment ça, c'est comme on réfléchissait à qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu sais, pour Vivace puis pour personnel, puis comme tu disais, ça s'alliait dans l'image d'un lieu. Mm-hmm. Que cette image-là, je l'ai en mood board là, depuis Renard. Ça s'appelait la maison, je l'appelais la maison Renard. Puis je voudrais refouiller, mais je suis sûre que j'avais une affiche sur le côté du mur, puis c'est du côté des invités, qu'il y avait toutes sortes d'images que je changeais pour des citations pour m'inspirer des visuels. Puis je suis sûre qu'à un moment donné, je l'ai affiché, la maison Renard. Mm-hmm. Puis on dirait que plus on est venu vers l'éclash, ma vision a évolué aussi vers, oui, c'est du travail en équipe avec des gens nice, mais c'est aussi on va vivre là. Mm-hmm. Puis... Ben, la vision s'est raffinée avec notre exploration du pilier humain à travers la vie de clan, de la cohabitation. Tu sais, que, initialement, c'était comme repensons nos maisons pour intégrer tout le mouvement au quotidien. Ouais. C'était ça la première version, puis de la nature au quotidien. Fait que c'était ça la première version de la maison Renard à l'époque. Mais là, tranquillement, c'est devenu... Non, mais comme... Ça peut aussi être des bureaux. Puis... On veut créer aussi. Puis on veut créer avec nos amis. Ouais. Avec qui on habite. C'est comme le menu, rajoute des amis. C'est comme les The Sims. Oui, c'est ça, on a fait des Sims. Puis c'est devenu vraiment plus élaboré comme vision, mais nous, ça nous attire encore plus, cette vision-là, tu sais. Oui. Puis je pense que je la nourrissais pas tant que ça, la vision d'avoir un lieu où on assumerait un certain leadership, de dire on va peut-être initier la création d'un lieu qui n'existe pas encore. Encore une fois, parce que si mes croyances, c'était « Ah, j'ai pas ce qu'il faut, je sais pas comment financer ce genre d'affaires-là, je sais pas comment maintenir ce genre d'affaires-là, j'ai peur des dynamiques sociales. » L'aspect matériel, maintenant, me fait plus tant peur, parce que je me dis, c'est pas que c'est mathématique, mais l'aspect humain, puis peut-être que je vais atteindre un jour, je vais dire « Hey, je commence à catcher ça. » Mais en ce moment, c'est encore la grande zone d'inconnu de dire comment on se coordonne avec une équipe, comment on coordonne plus d'humains. Puis il y a différents stades, là. Je n'imagine pas créer une ville avec full de personnes, mais je suis comme déjà en panique. Mais je réalise que la vision était comme là, ou une intuition, mais comme tu dis, je pense qu'on l'a remis loin dans le futur pour deux raisons. Une partie, c'est parce que j'avais pas confiance en moi, puis je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour vraiment le réaliser. Fait que c'est vraiment un petit rêve. C'est ça. Si on ne pense pas vraiment qu'on s'est atteignable, on va même pas agir dans la direction. Puis l'autre aspect, c'est que je pense aussi que c'est sain de se dire on est capable dès maintenant de créer, puis de contribuer, puis de connecter avec d'autres personnes sans besoin d'avoir notre propre terre. Puis je pense que c'était quand même sain de se dire on ne veut pas nourrir l'illusion que genre c'est ça qui nous manque, qu'il faut tout créer from scratch, parce qu'on s'entend que le modèle financier de ça, puis le modèle, c'est justement, pour avoir testé plein de projets puis plein d'affaires, on a un peu une meilleure idée de, quand tu as une idée, le temps que ça prend pour la rendre dans le monde. Ben oui. Puis de concrétiser ce genre d'espace-là. Genre, encore une fois, je suis sûre que c'est encore plus long puis plus complexe que je peux l'imaginer, mais à voir, mais comme, je pense que c'est judicieux aussi de dire, OK, bien, quand on a des rêves, on peut se dire, comme, pas tout de suite, puis les espacer dans le temps sans les discarter. Mais de dire, c'est judicieux de se dire, OK, bien, on va quand même se faire un plan de match avec des milestones. Puis quand on se ramenait à notre réalité de, OK, ça, c'est la prochaine étape pour nous, bien, c'était pour nous de se reconnecter à Vivace, de recommencer à créer, puis d'aligner toutes nos affaires, de simplifier notre modèle. Puis de commencer avec ça, puis de dire, je veux commencer, tu sais, je veux prouver que c'est possible de créer un espace où on apprend par l'entraide et non pas juste par de l'enseignement formel des maîtres et des élèves. Puis le nom a réémergé
on se disait la question, mais si notre espace physique, ça avait passé de Maison Renard à campus, parce que ça nous rappelait cette vibe-là d'être des étudiants, puis d'avoir nos amis, puis de chiller, puis de créer des affaires, sans la pression de performance. Pourquoi l'espace en ligne ne s'appellerait pas le campus? Puis je me rappelle qu'on l'avait discarté parce qu'on disait, je pense qu'on ne voulait pas sonner trop intellectuel ou académique. Je pense qu'on était encore en ce moment-là dans la recherche sur la vie de clan. Non, une espèce de rejet aussi peut-être du système d'éducation. Puis on voulait s'éloigner de certains mots, alors que là, c'est comme, ça fait partie de nous, ces mots-là aussi. Comme on n'est pas juste dans le communautaire, là, on est quand même dans la recherche. Puis, on lit des papiers scientifiques. Puis comme on est... Ouais. Fait que le campus, pour nous, rejoint deux mondes. Un monde comme hors de l'école, mais un monde dans l'école aussi. Hors de l'académique, mais dans l'académique qu'on trouve cool. C'est tellement ça. C'est vraiment identitaire. Plaisir. Vu qu'on rejetait des institutions ou qu'on se disait, il me semble que je ne fit pas dans l'archétype de ça, qu'on s'est déconnecté de la partie de nous. Mettons qu'il aime apprendre. Que je me disais, mais je ne veux plus juste être... Comme je pourrais aller faire un doctorat, je sais que j'aurais en partie ce qu'il faut. Puis là, je suis comme, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Fait que je me déconnectais un peu du monde académique, mais de constater dans mes temps libres que je fais juste ça, lire des articles scientifiques. De la recherche, des livres. Marc-Claude, si vous... Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant aussi avec le campus, c'est si vous saviez à quel point Marc-Claude fait de la recherche en profondeur sur des sujets qu'il est capable de connecter entre eux pour des modèles conceptuels élaborés. Si vous suivez Vivace depuis un moment, vous le savez, vous le voyez, là, mais comme on voulait mettre de l'avant cette recherche-là, puis aussi créer tout un système autour de ça, au lieu d'avoir la création de contenu hors recherche, puis la recherche en parallèle. Non, comme c'est ça qu'on fait, nous, c'est ça notre... Apprendre par expérimentation. L'aspect agir, l'aspect vivre les choses, comme on disait dans l'autre épisode d'avant, passer 8 mois à cohabiter avec 11 familles différentes. Il y a l'aspect de Vivace qui est sur le terrain, puis ça, je pense que vous l'avez vu à travers les années. Mais l'aspect recherche aussi, on ne fait pas juste se picher dans le vide, là, comme il y a beaucoup de recherche derrière ce qu'on fait. Des années de recherche. Oui, cette espèce de danse-là. Parce que même le courrier, il y a une partie de moi qui est comme je me suis. Courrier qui est notre infolette. Oui, notre infolette, le courrier. De dire, est-ce que je me suis fait violence à faire ce format-là, toute seule dans mon petit coin? Mais finalement, il y avait plein de possibles de ça. Puis s'il y a une chose qui reste de dire, on va peut-être plus le refaire comme on l'a fait. Mais s'il y a une chose qui reste, c'est le modèle, comme il y a des idées qui mènent à de l'action, puis il y a des actions qui mènent à des idées. Pour moi, ça a toujours été la danse. Que des fois, on agit dans le monde, puis on réalise des choses, on l'intellectualise, on le comprend, on prend conscience de, puis on update notre vision du monde, puis on agit différemment. Puis là, c'est une boucle. Puis des fois, on lit de quoi dans un livre qu'on veut tester puis appliquer, puis je vous encourage à le tester souvent rapidement ou à l'appliquer éventuellement parce que il y a c'est drôle, hein, parce que quand nos micros ont planté, j'étais sur Pinterest, c'est mon happy place, genre. Puis je suis tombée sur la citation « T'as pas appris à nager en lisant dans un livre. » Quelque chose genre, en anglais. On n'apprend pas à nager en lisant dans un livre comment nager. Mais encore une fois, je pense que l'école a de la difficulté à faire ce pont-là entre la théorie puis l'action. Il y a tellement de citations qui me viennent en tête. Enfin. Il y a une autre citation que je veux mettre de l'avant, c'est comme « The purpose of knowledge is action, not knowledge. » Le but du savoir, c'est l'action, ce n'est pas le savoir. C'est pas d'accumuler du savoir. Fait que, encore une fois, vu qu'on ne se reconnaissait pas dans aucun modèle, on se sentait un peu, encore une fois, marginaux. Mais là, à la place, on va se dire, non, on va juste incarner qui on est. Puis nous, on va apprendre pour nous, c'est ça. Puis l'humain peut vivre comme ça. Puis juste de dire, nous, on voit ça. Puis de revenir à une posture de si tu vois ce qu'on voit, puis si tu ressens ce qu'on ressent, embarque avec nous. Tu peux contribuer. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire un podcast. Tu n'as même besoin de faire, pas besoin de faire de pause, juste d'agir dans le monde. Sans même exister sur le web, tes actions vont potentiellement inspirer d'autres personnes. Puis il y a la vague commence comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme plus concrètement. Ouais. En ce moment, avec Vivace, on a une plateforme qui était comme exclusive aux membres du clan Vivace, qui était sous la forme d'une application qui est téléchargeable sur le téléphone. Puis, c'est un espace qui avait comme un genre de feed un peu à la Facebook, mais où que les gens sont amenés à partager, s'entraider
à travers ce feed-là. Il y a des clubs d'intérêt qui fonctionnent un peu de la même façon. Il y avait du contenu qui était hébergé sur cette plateforme-là aussi. Fait que là, on s'est dit comme, au lieu d'appeler ça l'app de Vivace accessible aux clans, on a dit ça va être le campus à partir de maintenant. Puis ce qu'on a fait dans le temps des fêtes, c'est qu'on a aussi amené tout notre contenu gratuit qu'on a fait à travers les années, qui était hébergé sur comme YouTube. Il y en avait sur YouTube, sur Spotify, à plein d'endroits. On a tout ramené ça à cet endroit-là. Puis on a mis ça accessible via un accès gratuit, en fait. Qui est un accès gratuit, je pense que c'est l'accès visiteur que ça s'appelle en ce moment. Fait que si vous voulez avoir accès à cette exploration-là, au campus, gratuitement, il y a cet accès-là qui est possible. Vous allez juste aller au vivace.maison/campus. C'est déjà fait. Il faut y accéder, l'accès est là. Puis, c'est pas comme le campus, ça remplace pas le clan. C'est que le clan, dans le fond, c'est ça, il y a un accès gratuit. Privé, finalement, c'est ça. Il y a un accès membre maintenant au campus, à cette plateforme-là. Puis, le clan Vivace, ça devient le nom de la communauté, en fait, des membres. Des membres du campus. C'est vraiment... Puis, ça donne accès, c'est ça, à des clubs d'intérêt, puis à plus de contenu, puis plus d'entraide, puis vraiment plus de la participation, en fait, à cette mission-là qui est de répondre à la question, puis de participer à la recherche avec nous à travers c'est ça, tout le processus de recherche. Parce qu'on s'est vraiment... Moi, je me suis permis de dire, comme, est-ce que je suis faite pour avoir une plateforme d'apprentissage en ligne? Parce que c'est ma vision depuis vraiment longtemps. Le Renard, un des premiers pitchs qu'on a fait, c'était une plateforme pour aider les parents qui veulent faire plus d'activités dehors avec leurs enfants. Tu sais, c'était comme, c'est là depuis longtemps, une plateforme éducative. Comme tu disais, je pense que j'ai juste... Ma vision de c'est quoi apprendre, c'est de transformer, tu sais, dans le temps, mais c'était là depuis le début. Mais encore une fois, est-ce que c'était juste une vision qui était là parce que c'était beau dans ma tête, parce que je pensais que je devais créer ça, ou est-ce que je voulais vraiment ça, tu sais? Fait, il y a une personne qui disait, OK, on s'amuse, là, c'est une page blanche, là. Si on wipe complètement notre propre app, puis qu'on fait juste des podcasts à partir de maintenant, puis qu'on est juste dans l'exploration, puis dans les choses qu'on teste, puis that's it, tu sais. Est-ce que je serais heureuse avec ça, tu sais? Puis il y a une partie de moi qui se dit que oui, puis il y a une partie que je pourrais me libérer de l'obligation de synthétiser le contenu encore, puis de le restructurer de cette façon-là, ou de permettre aux gens de notre communauté de se parler entre eux, tu sais. Puis une autre partie de moi qui sent qu'il y a vraiment de quoi à faire, que, encore une fois, le savoir doit être appliqué, tu sais, qu'on doit incarner, puis que c'est vrai que même en faisant un podcast, les gens passent à l'action, tu sais, mais que, je sais pas, il y a de quoi à faire de plus, tu sais, puis qu'il y a une partie que ça me fait peur d'avoir une plateforme éducative. Plateforme d'apprentissage. D'apprentissage. Oui, d'apprentissage. Il y a une partie que j'ai réalisé que ça me faisait peur, mais c'est pas parce qu'il faut pas que je le fasse, c'est parce qu'il faut que je surmonte les obstacles précis qui me font peur. C'est là que j'en étais, tu sais. Puis depuis qu'on a appelé ça le campus à l'interne, on avait tellement hâte d'en parler. Notre joie est vraiment revenue. Puis de dire, OK, notre contenu est gratuit, on va continuer de faire du contenu gratuit pour toujours. Puis si tu nous écoutes avec le podcast ou nos ateliers gratuits, sache que on veut juste que ces idées-là voyagent. Ça fait partie de notre mission comme de mettre en lumière des problèmes qui sont comme un peu invisibles, l'influence des objets sur nous, puis ça fait partie de notre mission. Puis l'autre portion, puis comme il dit, tout maintenant est rassemblé sur notre plateforme. Puis une des raisons aussi que tu as été inspiré à ça, puis là, tout le monde est dans ces réflexions-là. Tu sais, notre lien avec les médias sociaux n'a jamais été aussi tendu maintenant qu'il y a de l'intelligence artificielle, puis qu'on est inondé de cochonneries fake, genre. Puis on s'est dit, je pense que ça va faire du bien de nous-mêmes de tout rassembler au même endroit pour voir ce contenu-là dans un environnement qui n'est pas pollué par de la pub puis des trucs qui veulent constamment comme juste prendre ton attention vers des trucs qui te semblent insignifiants, mais que c'est trop attrayant, fait qu'on est pogné dans des rabbit holes de recherche nounoun des fois, tu sais. Puis... D'avoir un espace sans surveillance, sans intelligence artificielle, sans algorithme. Juste comme... Ouais. Faut aller là, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, puis il y a non seulement le contenu de Vivace, mais aussi le contenu que nous, on a créé, mais aussi le contenu que des centaines de personnes ont créé via de l'entraide, des questions, des partages, des photos, des témoignages. Fait que puis c'est tous des vrais humains, là, il n'y a aucun bot. Il n'y a aucun robot. Est-ce qu'on est sûr? Écoutez, s'il y a une compagnie qui a fait un bot qui nous a fait un payé. achat, ils sont vraiment motivés. Je pense pas qu'on est rendu là encore. Fait que c'est ça, c'est de dire, OK, ben, c'est ça, le campus, c'est comme, il y a un accès, je sais pas comment on va le nommer, toi tu l'appelais fondation, mais tu as un aspect visiteur que tu sais, tu peux venir. Mais là, ça s'appelle visiteur maintenant. Visiteur, OK.
Puis il y a l'aspect, OK, ben si tu nous suis depuis longtemps puis qu'il y a des choses que tu as envie de trouver des gens qui te ressemblent puis de trouver des gens même dans ta région, je pense qu'on commence à avoir un volume où il y a quelques régions qui sont couvertes puis les gens se parlent entre eux. Parce que via le clown, ultimement créer une carte interactive où ce que personne peut voir où sont les autres familles qui sont dans cette communauté-là. Il y a aussi des groupes régionaux. Fait que si vous êtes en Gaspésie, ben, il y a un groupe pour ça où il y a des familles qui sont dans cette section-là de la plateforme. Fait que continuer de garder tout l'aspect communautaire qui s'est construit à travers les années. Même il y a des familles qui, chaque mois, même dans certains coins, chaque semaine, là, se font des ralliements ensemble dans leur région. Fait que tout ça va rester là. Mais c'est aussi de donner une mission, en fait, à tous ces humains-là. De partager notre mission avec la communauté du Vivace aussi, qui est de répondre à la grande question, c'est quoi vivre comme un humain, puis comment on applique ça à l'ère moderne. Puis, fait que de dire cet espace-là est là, puis il y a un accès membre, puis il y a un avantage même à ce qu'il y ait un accès membre parce que ça fait qu'on peut parler de certaines choses avec une certaine intimité aussi. Je sais que... S'il y a des témoignages, s'il y a des choses, bien, ça reste privé, puis il y a pas... vos données ne sont pas vendues aux plus offrants comme sur d'autres plateformes en ce moment. Fait que c'est ça, puis c'est ça. On dirait que genre, je trouve ça nice. Genre, on avait hâte de parler du campus. Puis d'avoir aussi des sweatpants. Oui, on va avoir plein de merch Campus Vivace. Ça se peut qu'un jour vous preniez dans la rue avec un hoodie universitaire et Campus Vivace dessus, parce que nous, on va être tout le temps comme ça. Puis que même un jour, peut-être qu'on mette les pas sur le lieu physique du Campus Vivace. Puis vous allez être invités aussi. Puis sinon, en termes de création de contenu, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, la façon que ça va fonctionner. Notre intention avec cette première version-là du campus, c'est de fonctionner par saison. Que pendant une saison qui va être approximativement 3 mois, je pense qu'on se dit. Il va y avoir une immersion complète dans une sous-question de c'est quoi vivre comme un humain. Marc-Claude va être en mode ultime recherche. Chaque jour, elle est full excitée. Il va lire des livres, va trouver des articles, va trouver des vidéos, va comme tout rassembler ça dans une vision cohérente. Puis toute cette recherche-là, ces conclusions-là, puis ces trouvailles-là vont être partagées dans le campus. Vous allez être invité aussi, si vous êtes membre du campus, à partager vos trouvailles, vos réalisations, vos témoignages, vos essais, vos erreurs. Puis à la fin de cette saison-là, il va y avoir un atelier qui va être créé, du même type que nos ateliers gratuits qui existent déjà. Puis ça va être une genre de célébration de tout ce qui a été découvert pendant la saison. Puis ça va être une suite, une série d'immersions pour le restant de nos jours. Rien de moins. C'est le cauchemar de certaines personnes, mais c'est vraiment ça. C'est comme, je le vois pas comme tant une révolution qu'un réalignement. Ouais, de dire, c'est pas une nouvelle il y a affaire. des formats qui restent, mais comme comment je vois mon rôle, mon énergie là-dedans, comme ça a juste été comme une réorientation un peu, puis je sens que l'énergie circule vraiment mieux. Justement, de dire qu'à la fin de mon exploration, au lieu de me dire qu'il faut que je livre comme un atelier en disant voici les réponses, que je fais juste de dire voici ce que j'ai trouvé à ce jour, en gardant, il faut que j'accepte que j'ai toujours des questions, puis je veux toujours laisser ça ouvert, puis j'ai toujours la prochaine exploration. Juste ça, je me sens plus détendue. Puis les mots vont être légèrement différents, mais fait que, bref, si tu nous suis depuis plusieurs années, si tu es même membre du clan en ce moment, comme ton univers va pas juste complètement tout changer. Là. Il y a comme pas de... Si tu es membre du clan, tu n'as rien à faire. non, c'est ça, tu n'as rien à faire. Tout reste comme c'est là. Ça continue. Le contexte change, mais c'est les mêmes liens, c'est la même application, c'est le même... je pense que c'est une énergie qui était là aussi depuis le départ, qu'on veut juste comme mieux canaliser puis nourrir. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, bref, on voulait juste partager l'étendue de tous les revirements qu'il y avait, tout ce que ça implique de prendre des décisions comme ça. Mais finalement, pour toi, l'autre bord de l'écran, c'est la même. La vie continue un peu de la même façon. On fait encore des podcasts, on va avoir des discussions avec des invités, on va avoir des discussions avec des parce que chaque saison aussi va donner naissance à une série d'épisodes de podcasts où ce sujet-là va être exploré soit en nous, soit avec des experts,
soit avec des membres du clan. Ouais. Donc, ça va donner naissance à plein de discussions, qui va être un peu notre format principal à partir de maintenant, plus des discussions enregistrées. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, Ouais. fait que, On bref. parle de la première saison. Ouais, peut-être. Ben, c'est ça. Fait que si t'es déjà membre du clan, le nom va changer, mais tu sais, les choses restent pareilles. Si t'es pas encore membre du campus, on va l'appeler le campus maintenant, comme Vince dit, tu peux déjà aller sur notre site web, accéder à la section de la plateforme où tout notre contenu gratuit est regroupé si tu veux juste explorer puis naviguer en ayant la paix d'esprit. Puis, pour ce qui est de la prochaine saison de podcast, j'ai déjà le thème. J'ai déjà les 3 thèmes qu'on va couvrir cette année. Je commencerai par le premier. Mais le premier, on le dit-tu là? Ben ouais. Ah, OK. Mais ce sera pas une surprise. Là, OK, bien, suivez ça, la série. La prochaine série va s'appeler Maison vivante. Puis, on revient aussi à nos premiers amours, qui étaient de tout changer dans notre appartement pour voir comment ça influençait nos mouvements, puis nos actions, puis nos comportements. Puis, avant les fêtes, on a lancé notre dernier atelier gratuit, ça s'appelle Libre sans chaise. Puis je pense que c'est l'atelier qui résume le mieux notre parcours puis l'évolution de notre perspective, notre vision du monde. Puis où on explique tout simplement pourquoi on a enlevé les chaises de notre maison, puis tout ce que ça l'a amené de vraiment plus profond qu'on pensait sur notre vie. Puis ça m'a replongé dans toute ma passion à étudier le design, puis l'architecture, puis les objets. Puis je me disais, mais ça fait longtemps qu'on a parlé de la vie de clan, il fallait intégrer le pilier humain. Puis là, on dirait qu'on revient à reparler de l'habitat, puis de son lien avec nos habitudes, mais en incluant la dimension humaine c'est sûr que nous, la question est orientée comme... Initialement, c'est comment les chasseurs-cueilleurs sont... C'est quoi les maisons des chasseurs-cueilleurs? Mais je pense que je pourrais la préciser même en disant comment les maisons sont aménagées quand on cohabite avec d'autres humains, en fait. Fait que d'aller étudier des cultures justement, qui sortent du modèle maison unifamiliale, puis de comprendre pas juste le design, mais comment, encore une fois, le design est associé à une certaine vision du monde puis certains comportements. Comment tu fais? Parce que c'est ça l'affaire quand tu commences à étudier des communautés, puis les gens dorment en étroite proximité, puis que la maison, des fois, c'est une hutte avec un espace partagé, comme... Même si tu comprends le design de ça, c'est tellement inimaginable dans notre culture de dire mais c'est quoi qui fait que c'est tenable pour eux, puis comment ils naviguent ça, puis c'est quoi l'intimité dans ces communautés-là, puis comment... Tout ça. Fait que de tout ce qu'on parle à ce jour, d'en parler dans l'habitat, mais updaté avec toutes les nouvelles facettes du modèle qu'on est là. Fait que prochaine saison, Maison vivante, ça commence. Suis le podcast ou va sur notre plateforme pour voir les nouveautés. En fait, idéalement, Ça s'en vient. parce que même les épisodes de podcast vont être hébergés sur le plateforme. campus aussi. Fait que vraiment, à partir de maintenant, pour être à jour avec la recherche de Vivace, c'est vraiment sur le campus. Ouais. Fait que vivace.maison /campus. Puis c'est là.